Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et Et donc, Raphaël, il a des problèmes de connexion, mais il vous dit bonsoir, je pense. ouais, Ouais. bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition des Décodeurs. Dans un moment très important d'un point de vue évolution du plan, il y a beaucoup de nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles. Alors ce soir, malheureusement, Rudy ne peut pas être avec nous parce qu'il est malade. Mais genre, voilà, et pas la force et voilà. Je pense que c'était pas une... Ouais. Non, non, j'allais dire, par respect pour Rudy, je me permettrai pas une petite blagounette. Non, voilà. Mais tant mieux. Merci pour Mais je ricane en pensant à lui. yes. Et du coup, on va devoir avancer sans. Alors, c'est vrai qu'un live sans Rudy, c'est un petit peu différent. Et un live avec un Raphaël avec une connexion qui saute. Ouais, je pense qu'il cherche le bon endroit pour se connecter là. Les amis, moi, je peux vous dire quelque chose. Pour ceux qui entendent ces mots, priez s'il vous plaît, parce que les attaques, voilà, il y a quelque chose qui arrive bientôt et toujours avant ce genre d'événement, en fait, on subit des attaques, mais c'est pas forcément des attaques à la manière que beaucoup le comprennent. Ce sont d'autres types d'attaques. Donc, une petite prière, ça nous aiderait à titre personnel à avoir aussi la force de faire ce qu'on fait. Et nous aussi, on prie tous les jours pour vous. Donc, les sujets de ce soir. La Birmanie, je pense que ça n'a échappé à personne ce qui s'est passé en Birmanie. Sauf que là, si vous l'avez vu aux médias, vous aurez certainement pas vu ce que nous, on va vous montrer. Donc, il y a ça. Bien sûr, voilà, ce sont des exemples. On va parler un petit peu des vaccins et d'un petit souci technique au niveau des vaccins. Et un deuxième Ah, souci éventuellement technique. Qu'est-ce qu'il y a? non, non, je dis, ah, il y a un souci technique avec les vaccins. Ah, tiens Ouais, donc. on ne dirait pas comme ça. Hein. C'est vrai que tout a l'air d'aller, tout le reste fonctionne. Sinon, bah, on va parler d'une petite nouvelle absurde. D'un ordre exécutif qui nous donne un petit peu le là par rapport à ce qu'on est censé attendre dans les jours qui viennent. Ensuite, on va parler de la France, des restaurateurs français, de certaines personnes voilà, que j'aimerais pas avoir comme amis, Mm. de certains gestes ou certains plans de piéger les citoyens assez affreux, juste pour les dénoncer un petit peu parce que voilà, il faut pointer du doigt sur ce qui va pas quoi. On Mm. va parler aussi de GameStop parce que je vous ai dit cette histoire n'est pas finie, pas seulement elle n'est pas finie, mais elle est en train de commencer quelque chose et genre les dominos continuent quoi. Ensuite, on va parler de Kevin Klein Smith, qui est l'ancien avocat du FBI, et le 11-3 que Q nous disait plusieurs fois. Et ensuite, on a des sujets de discussion. On va discuter. Donc, on va parler de qu'est-ce qu'on cherche exactement en fait. Parce que j'ai publié aujourd'hui une petite chanson sur les chaînes Rumble et Odyssey. Et il y a quelqu'un qui dit « Ah non, mais la rébellion, c'est pas chrétien et tout et tout. » Nous, on ne parle pas de rébellion. Les médias nous accusent de ça aussi. Non, non, nous, on ne parle pas de ça du tout. Donc, on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Ensuite, on va parler de David Icke avec sa fameuse vidéo, super vidéo, qu'elle est en train de nous casser les bonbons avec des gens qui nous l'envoient. Et qui... voilà, Mm. voilà. Donc, ensuite, on va parler du plan. Ensuite, on va parler du potentiomètre. Alors, je vous garde le mystère jusqu'à la fin parce qu'il y a le potentiomètre. C'est un sujet. Ah yes, Raphaël, tu as l'air beaucoup mieux connecté là. Tu crois? T'as l'impression? Je suis pas Ah trop oui, oui, différent. super Ah fluide non, là. c'est parfait là. Yes. Bon, ben j'ai racheté des gigas. Ah bah voilà. Ah, c'était donc ça. Ok, cool. Et dernier sujet, on va parler un petit peu d'éducation et de pourquoi le plan doit se passer comme ça. Tous ces sujets de discussion, ils sont liés les uns aux autres, ok? Alors, c'est bizarre de faire un live sans Rudy, j'ai perdu l'habitude. Hein. On devient facilement accro à Rudy. T'es rouillé. T'es rouillé, mon Ouais. vieux. Rouillé, je dirais pas, mais ça tombe à un moment où je suis HS, genre au bout de ma vie, presque littéralement.
avec aussi des problèmes physico-mentalo, voilà. Et c'était pas le meilleur jour, si tu veux. Mais bon, on peut pas choisir ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis, on dirait qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui cherche à nous mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'on avance. Mais vous inquiétez pas, on va pas lâcher l'affaire. Il y a rien au monde qui peut nous arrêter, littéralement rien au monde, hormis papa évidemment. Voilà. Donc, commençons avec la Birmanie. Alors, pour vous donner un petit peu, c'est une histoire assez triste, cette histoire de la Birmanie. D'accord? Et l'État profond, il joue avec ça, il s'amuse avec ça, on ne sait pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ce qu'ils font, c'est pas cool du tout. Alors, j'ai lancé juste une petite recherche sur Le Monde pour voir un petit peu comment les médias abordent la question, en fait. Alors, la première, on va dire, on va commencer à partir de Aung San Suu Kyi, à tes souhaits, exhorte les Birmans à ne pas accepter le coup d'État. Et juste avant, il disait en Birmanie, des cadres de l'armée font planer la menace d'un coup d'État, 30 janvier. D'accord? Ensuite, elle qui dit aux gens, il ne faut pas accepter le coup d'État. Ensuite, l'armée prend le pouvoir en Birmanie, la dirigeante Aung San Suu Kyi qui est arrêtée. Elle est arrêtée par l'armée. Genre, la personne tout en haut, après les élections, elle a été arrêtée par l'armée. Donc, il n'explique pas pourquoi, en fait. C'est pas dans les titres, c'est juste, c'est un coup militaire, en fait. Genre, voilà. Les c'est comme toujours. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vas-y, on arrête. Mais c'est comme toujours, il faut lire les articles pour avoir un peu plus de détails, quoi. Mais... Exactement. Et donc, quand on lit, on verra après qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu ça. Et ensuite, les médias qui continuent. Après le coup d'État en Birmanie, une réunion d'urgence prévue au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, l'ex-dirigeant, voilà, avec le nom, a été arrêté par l'armée lundi. Le président américain Joe Biden a appelé les militaires à rendre immédiatement le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? T'as des vieux souvenirs, des vieux relents de souvenirs du futur ou c'est quoi? Donc, il y a un petit peu de ça dans l'air, si vous voulez. Et ensuite, l'armée en Birmanie, un État dans l'État, garantie d'unité nationale fantasmée. Donc voilà, tout d'un coup, la plupart des pays occidentaux ont sévèrement condamné le coup d'État, mais le régime reste soutenu par Pékin. Mais la Chine, qu'est-ce qu'elle fout là, la Chine? Qu'est-ce qu'elle fout là, la Chine, en fait? Toujours, la Chine, elle a son nez un petit peu partout. Déjà, on a 80% de Chine dans nos maisons. Tout ce qu'on a chez nous, c'est made in China. Mais en plus, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que Pékin donne son accord. Et ensuite, on finit par, dans la recherche du monde, tout ça, ça a été publié depuis le 30 janvier. Le coup d'État en Birmanie était inévitable pour le pays selon l'armée. Vous aurez remarqué que dans aucun des titres, ils parlent de la raison. Qu'est-ce qui les a pris, ces militaires, en fait? C'est qu'ils ont mal dormi la nuit, ils se sont réveillés, ils ont fait un coup d'État. C'est quoi l'histoire, en fait? C'est quoi l'histoire? Et il faut prendre un article. Alors, on va prendre lequel? On choisit comme ça. Voilà, l'armée prend le pouvoir. Les militaires ont commis leur 4e coup d'État en 63 ans. L'état d'urgence a été déclaré pour 1 an et le vice-président, lui, a été nommé président par intérim. Un peu plus de 10 ans après une libération, ils insistent, ils ne veulent pas lâcher la raison. Mis un terme à sa 15aine d'années d'assignation à résidence, blablabla. Il t'explique l'histoire pour dire à quel point cette dame qui a été arrêtée, elle est super gentille, super sympa. Et là, après des jours de rumeurs ponctuées de déclarations équivoques de généraux menaçant de reprendre le pouvoir sous prétexte de fraude, fraude électorale ayant entaché le scrutin législatif de novembre 2020. Donc, des élections en novembre 2020, une fraude possible, et les militaires prennent le pouvoir pour des raisons de fraude. Il y a un truc dans l'histoire.
Moi, dès que j'ai entendu ça, franchement, tu remplaces Birmanie par USA, c'est la même chose. Et c'est la même chose, pourquoi? En fait, c'est pas compliqué. Qui avait fait les machines pour les élections en Birmanie? Les mêmes qui avaient fait les machines pour les élections aux États-Unis. Aux États-Unis. Et qu'est-ce que la Birmanie est là? Parce que les médias, que ce soit les médias ou l'ONU ou Biden ou j'imagine nos macarons et tout ça, ils ont fait la même chose. Ils ont dit, ah là là, la dame, elle est gentille, c'est une victime parce qu'elle était assignée à résidence et machin et truc. Sauf que, écoutez ça c'est un article du CNN. Là, on n'est pas sur chapeauonalu.com. CNN. CNN, le Myanmar, donc Birmanie, est l'un des pires endroits pour la traite des êtres humains selon un rapport américain. Et quand vous regardez, là vous pouvez voir, lisez l'article, c'est pas sympa. Ce qui se passe là-bas, c'est vraiment pas sympa. Donc, la Birmanie a rejoint la Chine, la Syrie et le Sud-Soudan parmi les pays qui font le moins pour lutter contre la traite des êtres humains, selon le dernier rapport annuel du département d'État américain sur la traite des personnes. Donc, vous, là, les médias, etc., vous êtes en train de soutenir cette personne et vous dites que non, en fait, il n'y a pas de problème, tout va bien. Bon, donc là, on parle de nombres affreux. Je n'ai pas envie d'entrer dans le détail. L'article, il est sur le site des décodeurs et il est dans l'article du live de ce soir. Allez jeter un coup d'œil. Mais la Birmanie, elle a un rôle à jouer. C'est un fournisseur. Certainement, il y a un rôle à jouer. Pourquoi? Parce que la Chine a le nez dedans. D'accord? L'ONU est en train de mettre le nez dedans. Biden est en train de mettre le nez dedans. Donc, traite des humains, ce n'est pas par hasard. Par contre, les militaires ont quand même pris le pouvoir, malgré le soutien que cette dame, à ses souhaits, je ne sais pas comment elle s'appelle, enfin, Aung San Suu Kyi, je ne sais pas quoi, malgré le fait qu'elle a tout ce soutien, l'armée est intervenue, ils l'ont arrêté quand même. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Bien sûr, tout ça, vous n'avez pas entendu dans les médias. Oui, puis là, dans l'article du Monde, on voit, tu sais, ils mettent le mot fraude entre guillemets. Moi, justement, c'est ce que j'avais entendu hier dans une émission qui parlait justement de la Birmanie. Et où ils expliquaient que la motivation première des militaires dans le coup d'État, c'est le fait qu'il y avait eu de très très grosses suspicions de fraude, même pas que des suspicions, des accusations de fraude autour des dernières élections législatives, donc en novembre 2020 là, en Birmanie. Et qu'ils ont décidé d'intervenir là aujourd'hui parce que pour l'instant, le pouvoir n'avait toujours pas tranché sur ces histoires de fraude. Ça veut dire tout simplement qu'ils s'en étaient même pas occupés, quoi, de savoir le vrai du faux, s'il y avait eu un problème ou pas. Et à ce moment-là, l'armée a dit, bah, écoutez les gars, on intervient, quoi. Vous n'êtes pas en mesure de garantir la démocratie et de faire ce qu'il faut pour vérifier qu'elle est bien appliquée, donc ça Non, mais dégage, est-ce quoi. que vous remarquez la similitude de la situation avec les États-Unis? Est-ce que ce n'est pas absurde? On a l'impression de parler des États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont choisi d'ignorer toujours. Ils n'ont pas dit que les preuves de fraude ne sont pas bonnes. Ils ont dit on ne va pas étudier les preuves, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, on a la même chose. Là, on est en train de voir genre le miroir birmanien des États-Unis, en fait. On est en train de le voir. Et malgré tout le soutien, c'est là où j'attire votre attention pour ceux qui hésitent encore sur qui est aux commandes. Je vous invite à réfléchir sur le fait que cette dame avait le soutien de Joe Biden, donc techniquement de l'administration élue américaine. Elle avait le soutien de l'ONU. Et c'était le genre de personne qu'on trouve dans ce genre de photos. Avec, voilà, et là, vous pouvez les voir, main dans la main. Main dans la main avec la personne qui est dans un des pays le pire pour la traite des êtres humains au monde. Ça donne un petit peu la couleur de qu'est-ce qu'on devrait attendre de cette personne-là, en fait. Donc, voilà en ce qui concerne la Birmanie.
c'est une affaire à suivre absolument. On va garder un œil dessus, on va vous tenir au courant parce que je pense que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin et pendant que l'État profond est en train de paniquer à cause de ce qui se passe à Wall Street, là, ils ont une nouvelle raison de paniquer. Parce que ça, c'était pas prévu, à mon avis. Hein. S'ils réagissent comme ça, c'était pas du tout prévu. Et ils savent pas comment le couvrir et le camoufler parce que c'est CNN. Là, si je vous montre cet article qui parle de la traite humaine, je vous emmène à la source. Tu cliques à la source et là, c'est CNN World. Ouais. Donc, voilà, c'est pas chapeauonalu.fr ou Non, puis c'est ouais, là, il y a Cam, là, merci Cam, qui m'a renvoyé les revendications de l'armée. Hein. Ils expliquent, comme on disait avant, quoi, qu'ils ont arrêté les leaders parce qu'il existe des preuves crédibles d'une fraude à grande échelle et qu'il est impossible d'ignorer, quoi. C'est... Gardez ça bien en tête. Gardez ça bien en tête parce que là, il y a un nouveau... Enfin, ils viennent de créer le précédent à l'échelle internationale. Les militaires qui interviennent parce qu'il y a une fraude dans les élections, c'est le genre d'histoire qu'on risque d'entendre encore dans le futur relativement proche. Ok, donc voilà en ce qui concerne ça. On va passer à la suite. Alors, on va vous montrer une petite vidéo, elle est très courte. Et juste, écrivez dans les commentaires. Ouais, en fait, non, ça va être compliqué parce qu'avec le décalage et tout. Mais on va parler après de quelque chose de rigolo. Pourquoi les données n'ont-elles pas été partagées? Le virus n'a pas été isolé, c'est là le problème. Et à propos des échantillons d'animaux vivants, le seul fait qu'ils soient testés positifs ne nous apprend rien. Je ne pense pas que cela vienne de ce que nous pensions au départ. Il parle du Covid. Et donc, qui est ce gars-là? Lui, c'est le responsable du CDC, donc du Centre de contrôle des maladies en Chine. Et il dit, ils n'ont toujours pas isolé le virus et finalement, il s'avère que l'origine n'était pas celle qu'ils pensaient. Moi, j'ai une question à poser à tous les scientifiques, médecins et tous ceux qui sont calés dans le sujet. Expliquez-moi comment c'est possible de créer un vaccin pour un virus dont on ne connaît pas, on n'a pas l'ADN en fait. C'est impossible. Pardon. Ouais, mais ça me fait penser, je sais pas si tu l'avais vu passer, c'était la FDA aux États-Unis hein, qui avait sorti un rapport il y a quelques mois. C'était par rapport au test CPR, Ouais. PCR, pardon. Et donc dans ce rapport, il faudrait que je le retrouve. Dans le rapport, il disait que pareil, au niveau des échantillons dont il disposait, pour fabriquer des tests pour le Covid ou choses comme ça, ils disposaient pas en fait de souches quoi. Ils travaillaient que sur des variants de coronavirus, mais ils n'avaient pas isolé le virus Covid-19 lui-même. Mais pourtant, ça permet quand même de faire des tests PCR et compagnie quoi. Alors, Et là, des vaccins. Chers représentants, pas très chers représentants politiques, chers représentants des institutions de santé, vous tous qui accusez le professeur Raoult et tous les autres, chers médias, pas très chers médias, mais bon, allez, faisons semblant. Le corps humain, ce n'est pas une voiture des années 60 où quand la courroie d'alternateur te lâche, tu peux bricoler un truc avec une culotte ou une chaussette. C'est MacGyver. On n'en est pas là. Si ça ne vous dérange pas, si vous n'avez pas isolé le virus, arrêtez de nous envoyer des vaccins qui sont concrètement, plus ça va, plus on le voit, plus dangereux que le virus lui-même. Arrêtez avec ça. Ne profitez pas de l'ignorance du public pour dire tout et n'importe quoi parce que ça ne marche pas. Et vous, les médecins, les scientifiques, vous tous qui avez une idée de comment ça se passe, allez expliquer, allez éduquer les gens sur comment c'est possible de créer un vaccin d'un virus qu'on n'a pas l'ADN. Parce qu'en fait, le principe même
d'un vaccin, on isole l'ADN, on crée une version, on va dire, faible ou morte de ce virus, on l'envoie dans l'organisme pour que les anticorps le détectent, qu'ils puissent le combattre et qu'ils puissent l'enregistrer dans le registre des virus connus par le corps humain qui s'appelle le système immunitaire. Normalement, c'est censé marcher comme ça. Donc là, vous nous filez un vaccin qui n'est pas un vaccin déjà parce c'est un traitement ARN qui est du jamais vu jusqu'à présent. Donc vous êtes en train de faire une expérience à grande échelle et pire que ça, une expérience à grande échelle que vous commencez à tester sur les personnes les plus fragiles en premier. Genre, la logique, moi, je sais pas, hein. Je sais pas, mais moi, ça me donne pas beaucoup de confiance. Donc, vous avez cette vidéo-là dans l'article, prenez-la et allez demander à un médecin ou qui que ce soit, est-il possible de créer un vaccin sur un virus dont on n'a pas isolé l'ADN? Allez poser la question. Et vous verrez ce qu'ils vous diront et vous aurez la réponse. C'est l'ARN, non l'ADN. Non, mais justement, là, c'est le vaccin, c'est un vaccin au traitement ARN. Mais pour le vaccin, tu as besoin normalement de l'ADN du virus. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'est ça. Oui, pour résumer rapidement et vulgairement, oui, c'est ça. Et là, quand il dit le virus n'est pas isolé, c'est qu'ils n'ont pas su isoler l'ADN du virus, quoi. Voilà. Donc, juste, on a maintenant un argument. On dit... posez la question autour de vous et à tous ceux qui vous disent non mais vous êtes complotistes, dites-leur bah écoute, s'ils n'ont pas isolé, explique-moi comment ils ont fait le vaccin. Et allez voir des spécialistes, vous verrez, ils vous diront. Ensuite, j'adore la photo de l'article. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Quand j'ai vu ça, j'ai bloqué pendant 10 secondes sur mon téléphone quand j'ai reçu l'article. Quand il était publié, je suis là, attends, c'est quoi le titre? C'est quoi la photo? Je comprends pas là. Les amis, après ça, ne soyez pas surpris si d'ici quelques semaines, on propose le prix Nobel de la paix à Hitler rétroactivement. Hein. C'est au point où on en est. Au point où on en est. Léo, voilà. J'ai hésité, mais j'ai pas fait ce dessin. Ouais, bah, moi, ça vient de descendre là en temps réel. Vu la direction que les choses prennent, les prix Nobel de la paix, ils seront attribués genre à Genghis Khan, à Hitler, enfin voilà quoi. C'est des gens de paix, tu sais, ils sont très connus. Donc, Black Lives Matter, nous, hop là. Moi, 70 sur le... Vas-y, Raphaël, fais-la parce que moi, ça me fait rire. Moins 70% sur le prix Nobel. Chérie, j'ai une surprise. $99, prix choc. Non, mais c'est exactement ça. Je veux dire, le prix, à quoi il sert, en fait? Je veux dire, Obama, il l'a eu en étant un des présidents avec le plus de guerres actives dans le monde. Obama, il l'a eu. Trump, lui, avec 0 guerre dans son actif, avec des accords de paix. 0. Rien. Plusieurs nominations, mais pas le prix. Non, on va proposer BLM. Parce qu'ils sont connus pour leur nature, tout d'abord, pas du tout raciste, avec leur nom qui fait la séparation raciale entre les Noirs et les autres. Tu vois, donc Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Imaginez un mouvement qui s'appellerait la vie des Blancs compte. Juste imaginez une seconde. Que serait-il passé dans les médias? C'est pas le slogan du Ku Klux Klan? Ah, je sais plus. En direct, ouais, il pourrait être traduit comme ça, ouais. Donc voilà, un mouvement raciste, profondément raciste, un mouvement profondément violent est proposé pour le prix Nobel de la paix. Vous ne rêvez pas. Donc, on va pas insister pendant des heures sur ce sujet parce que j'ai plus de cheveux à perdre. Donc voilà. Ensuite, petit sujet sympathique. J'ai pas eu le temps malheureusement de traduire, donc on va le faire en temps réel. Le 12 septembre 2018, Trump a mis en place un ordre exécutif
par rapport aux sanctions au cas d'interférence de la part des pays étrangers au niveau des élections aux États-Unis. Donc, et il a mis cet ordre exécutif le 12 septembre 2018, comme s'il savait qu'il allait avoir une interférence de l'étranger. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans cette chose-là, bon, il décrit les raisons que, voilà, si jamais, au cas où, machin, Et pourquoi on vous montre ça? C'est parce que ici, vous avez concrètement plus ou moins le carnet de route de la suite, en fait, de la suite des événements. Donc, je prends ce passage et je vais vous le lire parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on va devoir discuter un petit peu à la fin. Au plus tard, donc, dans la section 1A, il y a écrit « Au plus tard, 45 jours après la conclusion d'une élection aux États-Unis, le directeur du renseignement national, en consultation avec les chefs de tous les autres départements et organismes exécutifs ou agences appropriées, procède à une évaluation de toute information indiquant qu'un gouvernement étranger ou toute personne agissant en tant qu'agent ou au nom d'un gouvernement étranger a agi dans l'intention ou le but d'interférer dans cette élection. » Donc, 45 jours après, ils sont censés cumuler les éléments, les preuves. Donc, 3 novembre plus 45, ça fait 18 décembre. Donc, au 18 décembre, on a dû avoir un rapport. Et c'est pour ça qu'on dit toutes ces choses-là se passent en arrière-plan et les patriotes sont en train de jeter de la fumée aux yeux pour brouiller les pistes. Mais ça, c'est en cours. Donc, 45, le 18 décembre, donc, ils ont dû... il faut que je lise quand même la suite parce que c'est important de cette section. L'évaluation doit identifier dans toute la mesure du possible la nature de toute ingérence étrangère et les méthodes employées pour l'exécuter, les personnes impliquées et le ou les gouvernements étrangers qui l'ont autorisé, dirigé, parrainé ou soutenu. Le directeur du renseignement national remet cette évaluation et les informations appropriées à l'appui au président, au secrétaire d'État, au secrétaire au Trésor, au secrétaire à la Défense, au procureur général et au secrétaire à la sécurité intérieure. Donc, 45 jours, donc le 18 décembre, le directeur du renseignement national, donc Ratcliffe, il a dû donner un rapport en donnant les détails, etc., ce qu'il a fait. Ensuite, B, section B. Hop. 45 jours après avoir, suivant la réception de l'évaluation et des informations décrites dans la section au-dessus de la présente ordonnance, le procureur général et le secrétaire de Homeland Security, de sécurité nationale, en consultation avec les chefs de tous les autres organismes appropriés et, le cas échéant, les fonctionnaires des États et des collectivités locales, remettent au président, au Secretary of State ou au Secretary of the Treasury et au Secretary of Defense un rapport évaluant, en ce qui concerne les élections aux États-Unis, l'objet d'évaluation décrite à la section 1A. Donc concrètement, 45 jours depuis le 3 novembre, ça fait 18 décembre. 18 plus 43, ça faisait quelque part janvier. OK? C'est ça, hein? 18 décembre plus 45, ça doit faire... Non, ça fait début février, en fait. Ah bah non, ça fait début février, ouais. Voilà, début février. Donc, nous sommes début février. Donc, actuellement, cette histoire est toujours en cours. Et encore une fois, on l'a répété de moult fois, mais on va le rappeler encore une fois. Le plan est toujours en cours. Premièrement, pour tous ceux qui doutent, si vous voulez vraiment savoir pourquoi on dit ça, creusez. Nous, on vous donne ici des informations, mais ne nous croyez pas sur parole. Allez faire vos propres recherches et dites-nous ce que vous voyez de bizarre dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je souhaite, par rapport à ce que tu me demandais, donc en fait, si on part du principe que les 45 jours, ça démarre à partir de la conclusion de l'élection, donc le jour de l'investiture, ça mène jusqu'au 7 mars, en fait, les 45 jours. Ah non, c'est pas ça qui dit. En fait, il dit après avoir mis concrètement, en fait, une fois que Ratcliffe a donné le rapport, Ah, ok. toutes ces personnes-là, ils ont 45 jours pour décider des choses, faire des choses, tu vois, des actions.
Donc, et à partir de là, il y a encore 30 jours derrière pour agir. Donc, concrètement, normalement, si on a bien compris, parce qu'on est en train de lire l'ordre exécutif, on s'en fout de ce que disent les médias, on va chercher à la source. Donc, concrètement, on est arrivé à un stade où je pense que les responsables politiques américains doivent se prononcer sur cette histoire de la fraude officiellement. Parce que Radcliffe, il a déposé son dossier et voilà. Je pense, actuellement, nous sommes aux États-Unis dans un contexte où l'armée est partout. Pour des raisons un petit peu bizarres, mais il n'empêche que l'armée est partout. Et Q, il nous disait depuis le début, l'armée est la seule solution. On va devoir y passer. Donc, si, j'imagine un scénario, ok? Si, là, maintenant, Biden ou le secrétaire de je sais pas quoi, il est censé prendre une décision et il prend la mauvaise décision, je pense que ça peut donner la raison à l'armée de dire « Wow, attends une minute. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a toutes ces preuves de fraude et en fait, il n'y a rien qui se passe. » Donc, voilà. Petit détail, c'est une nouvelle qui est sortie juste avant le live, alors j'espère que je vais pouvoir le retrouver. Je l'avais où? J'avais un article de Reuters, je l'ai fermé. Ah bah si, il doit être là. Hop, on n'a pas eu le temps de le traduire encore parce qu'il vient tout juste de sortir. Reuters, d'accord? Donc Reuters, c'est sorti tout à l'heure. Exclusif, des pirates informatiques chinois présumés ont utilisé le mouchard de SolarWinds pour espionner l'organisme de paix américain, des sources. Donc, en gros, des pirates chinois, il y a un certain temps, ils ont utilisé une faille d'un outil qui s'appelle SolarWinds pour espionner l'organisme qui s'occupe des paiements, des salaires en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été faire là-dedans? On ne sait pas. Ça vient tout juste de sortir, il y a 2 heures. Voilà, c'est écrit. Donc, on va lire un petit peu plus pour essayer éventuellement de comprendre. Des pirates informatiques chinois présumés, le présumé, s'ils le mettent, c'est que, voilà, vous savez, ont exploité une faille dans un logiciel fabriqué par SolarWinds Corp pour s'introduire dans les ordinateurs du gouvernement américain l'année dernière. Tiens. Je pensais que ce n'était pas possible. On déclarait à Reuters 5 personnes connaissant bien le sujet, marquant ainsi un nouveau tournant dans une violation tentaculaire de la cybersécurité que les législateurs américains ont qualifié d'urgence de sécurité nationale. Ça vient tout juste de tomber. Les gars, vous auriez pu faire ça un petit peu avant, comme ça on aurait eu le temps de traduire et tout. Ça, ce n'est pas anodin. Je vous relis la phrase, marquant ainsi un nouveau tournant dans une violation tentaculaire de la cybersécurité que les législateurs américains ont qualifié d'urgence de sécurité nationale. Dites-moi que le plan n'avance pas. Donc ça, c'est une nouvelle. On va vous en parler plus en détail la prochaine fois dès qu'on saura plus de quoi il s'agit, mais c'est pas anodin. Ça, c'est... Tu voulais dire? Ah oui, non, que clairement, rien n'est terminé. Je veux dire, voilà, là, tout le monde me dit, ah, t'as vu Trump, il n'est pas élu, alors quoi, machin. Mais pour l'instant, l'armée est toujours en place. Il y a toujours tellement de trucs, en fait, bizarres qui ne devraient pas avoir lieu et qui se produisent. Tu te dis, mais c'est pas du tout clair tout ça, quoi. Voilà. Et sinon, donc pour revenir au document à l'ordre exécutif de 2018, les choses se font en arrière-plan. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, vous verrez plus tard dans le live, on va expliquer toutes les raisons qui font que ces choses-là, on ne peut pas aller vite. On ne peut pas aller très vite et c'est nous, juste par notre impatience, qu'on a pensé que ça va être un switch, genre là on est dans l'obscurité et quelqu'un va allumer le switch et on va passer à la lumière. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, avec le temps on a compris ça parce qu'on est en train de voir comment les choses sont en train d'évoluer. Et en fait concrètement les gens sont en train de se réveiller à cause de toutes les bêtises que l'État profond enchaîne
l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et c'est mondial, hein, c'est pas que aux États-Unis. En France, on a eu droit aussi à des conneries comme ça également. Donc, gardez ça dans un coin. On va en reparler quand notre spécialiste analyste Rudi Nicht-Reinstadt, pas Reinstadt, mais son miroir positif, sera parmi nous à nouveau. Et d'ailleurs, on vous garde peut-être une petite surprise. Ça sera un petit peu différent que d'habitude. Ensuite, Pépito, aide-moi. Les restaurateurs français. Ben oui, donc on est arrivé à cette fameuse date du 1er février que tout le monde attendait. On en a parlé plusieurs fois des restaurateurs, notamment un restaurateur qui avait lancé un appel qui avait été largement relayé sur Internet et qui disait voilà, moi mon commerce il est en train de mourir, moi je suis en train de mourir tout simplement, voilà, il faut que j'ouvre. Donc tout le monde fait comme moi, le 1er février vous ouvrez et puis si l'État est pas content, la police peut venir, je m'en fiche, je reste ouvert coûte que coûte quoi. Et déjà on se demandait pourquoi attendre le 1er février quoi, clairement, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc là, le 1er février est arrivé, et puis pas manqué, il y a eu en fait une très 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 grosse pression de l'État. Déjà, ça a commencé avant le 1er février avec des petites infos en mode « Ah, il y a des restos qui ouvrent clandestinement. Là, vous verrez, on vous a mis un article. On a grillé un commissaire de police et puis des membres du ministère de la Justice dans un resto clandestin à Carpentras et des trucs comme ça. Il y en a eu là tout le long de la semaine avant le 1er février. Donc c'était pour introduire un peu le sujet quoi dans les médias et déjà moi c'est ça qui me ferait toujours halluciner, c'est dans les infos qu'on voit circuler, c'est toujours des trucs révoltants quoi, tu vois, les restaurateurs on les empêche d'ouvrir, les gens on les empêche d'aller au resto. Par contre il y a quand même les personnes qui sont censées faire respecter cet ordre qui sont les premières à le transgresser en fait quoi. Ce qui soit dit en passant est peut-être une bonne nouvelle aussi, Pépito, parce que si ces gens-là qui sont censés nous oppresser maintenant reviennent à leur code de déontologie première, qui est de servir et protéger, et qui se mettent à faire ce genre de trucs, c'est peut-être justement la preuve qu'eux aussi en ont marre et qu'ils sont peut-être prêts à rétablir le bon sens. Ouais, espérons-le, puis espérons que ça continue dans ce sens-là, mais ouais. Rétablir le bon sens. Wow. Là, c'est des grands mots, là. ça serait tellement bien, mais... Espérons-le, hein, mais moi, je vois plutôt le truc en mode « Ah, tiens, il y a un resto qui est ouvert, vas-y, on s'en fout, on y va. On n'a pas de raison de ne pas en profiter. » Mais je sais pas, après, j'ai peut-être du mal à voir... des choses positives derrière des actions en ce moment quoi. Parce que par rapport au réveil de gens qui travaillent pour l'administration, pour l'État ou qui sont en charge de faire respecter l'ordre ou d'appliquer les lois complètement débiles qu'on subit depuis un an, je pense que si ils devaient se réveiller, ils auraient pu le faire quand même depuis longtemps, ça aurait été sympa quoi, ne pas attendre simplement que les restos ouvrent pour se dire tiens on va transgresser les règles. Ouais. Voilà, je trouvais le moment mal choisi quoi. Mais bref, et du coup qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces annonces? Le 1er février, on a eu un gros coup de pression de Bruno Le Maire en fait, qui a dit en gros on va l'écouter hein. Un restaurateur, un bar qui s'amuserait à rester ouvert, mais je disais globalement, immédiatement le nom du propriétaire, et à partir du moment où il ne respecte pas les règles, plus de fonds de solidarité pendant un mois, suspension, et s'il y a récidive, plus de fonds de solidarité du tout. Vous comprenez? Maintenant, imaginez avec ça un grand recette où c'est l'État qui vous paye votre salaire. Si vous n'êtes pas d'accord, alors dès que nous aurons les noms et tout, dans un premier temps, on va couper les fonds solidaires, en gros les salaires, et dans un deuxième temps, on va les couper définitivement. Donc voilà, si jamais le grand recette a lieu, que beaucoup vont voir ça comme une solution miracle, l'État va nous payer, voilà, il y a une très mauvaise surprise qui les attend derrière si ça se met en place. Ça ne se mettra pas en place. Vraiment, je pense vraiment pas. J'ai toutes les raisons de croire que d'ici mars, la situation elle sera très différente. D'ici fin mars. Mais
Voilà, laissons-les espérer. Mais ouais, mais bon, voilà, avec ces annonces, je pense que tout le monde s'est tapé quand même un petit coup de stress et a pas osé sauter le pas. Voilà. Moi, le 1er février, je me voyais déjà en terrasse, en train de manger et tout, profiter. Et en fait, non, il s'est rien passé du tout, parce que on a eu des grosses menaces de la part de tonton le maire, qui, voilà, il dit, si vous êtes pas sage, vous serez privé. Sachant Voilà. que les aides dont on parle, c'est 20% du chiffre d'affaires. Et je ne sais pas si ça avait été rectifié depuis, mais à l'époque, quand ils avaient fait cette annonce, c'était Macron qui l'avait fait à l'antenne. Les 20% pris en charge du chiffre d'affaires, c'est sur un chiffre d'affaires plafonné à 100 000 euros. Donc si toi, tu as une énorme structure et que tu fais beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais non, tu auras 20%, 200 000 euros, tu n'auras pas plus, quoi. Donc voilà. Ouais. Et du coup, il ne s'est rien passé le premier. Et pareil, en parallèle, on a Gérald Darmanin. Il ne s'est rien passé. On va dire que ce qui s'est passé, ceux qui l'ont fait intelligemment, parce que moi, je connais des personnes dans mon entourage qui m'ont dit on a été mangé. D'accord. Donc, écoute, il y a eu des restos qui ont été ouverts, des gens qui sont allés. C'est juste qu'ils ne sont pas allés avec les drapeaux. Ils ont fait ça tranquillement, calmement. Les collabos n'ont pas été présents pour appeler la police. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Dans certains cas, tu vois. Moi, de mon entourage, j'ai des bons exemples. Ah oui, quand je disais il s'est rien passé, c'est que voilà, on n'a eu aucun retour médiatique ou quoi par rapport à cette histoire. Ils ne vont pas essayer d'encourager les gens. Ils vont tout faire pour les décourager. Ils vont tout faire pour les décourager, c'est évident. Ouais. Mais et donc, il y a eu mauvais temps récemment. Mauvais temps, voilà. Plus d'amendes sur le pays. Alors, on va juste sélectionner quelques trucs rapidement, hein, mais ça a été voilà, gros serrage de vis aussi. Jusqu'à maintenant, c'est pas que les policiers étaient conciliants par rapport aux histoires de couvre-feu ou quoi, mais c'est qu'il n'y avait pas tant de contrôle que ça dans la rue, quoi. Mais là, voilà, on leur a dit de resserrer la vis et puis de verbaliser à fond. Et puis voilà, je pense que tout le monde les a vus, hein, ces infos. Pareil, contrôle de police. Là, par exemple, moi, là, j'ai passé un mois complet à Paris. J'ai pas vu de contrôle comme ça pendant un mois, même pas dans la rue, rien du tout. Là, par exemple, c'est à la porte d'Orléans sur le périph'. Donc, ils faisaient des contrôles. Ils arrêtaient, je sais plus, c'était un véhicule sur 5, un truc comme ça. Et puis c'était un contrôle par rapport au couvre-feu, en fait, quoi. Donc là, pareil, distribution d'amendes. Même si tu quittes ton boulot à 16h30 ou 17h ou 17h30, en étant sur le périph' à Paris, c'est compliqué d'être rentré chez toi pile poil avant 18h, quoi. Tu rentres de ton boulot et tout. Et surtout que là, les flics provoquent eux-mêmes une partie de l'embouteillage parce qu'ils bloquent toute une voie, en fait. Et donc là, dans les vidéos, vous pourrez aller voir sur le site. Il y en a une autre où on voit un conducteur qui dit « Bah non, moi je paie pas, là c'est bon, là le racket ça va ». Et ça bataille comme ça pendant plusieurs minutes avec la police. Et donc ça, c'était assez hallucinant. Et en dessous, si tu peux mettre le petit extrait du journal. Ouais, là, t'as le conducteur. Là, ça, c'est le conducteur qui se laisse pas faire, ouais. Mais surtout, là, en dessous, voilà. Là, c'est Gérald Darmanin qui a lancé une grande opération de contrôle aussi dimanche soir. Donc, ils ont bloqué une dizaine de voies sur le dernier péage avant d'arriver sur Paris, quand on arrive de Normandie. Et donc, il y avait tous les gens qui étaient partis en Normandie pendant le week-end. Après, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Il y a l'histoire du couvre-feu, ok, mais ils partent s'ils veulent. Et pareil, là, ils se sont mis à procéder au contrôle juste avant 18h, à bloquer 10 voies sur le péage, à engendrer un bouchon. Et pareil, les mecs, du coup, ils étaient bloqués dans le bouchon et ils se faisaient aligner quand ils arrivaient au péage, quoi. C'est en train de taper des niveaux. Vraiment, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, même ceux qui ont peur, genre même des gens qui portent le masque dans la voiture, ils vont péter un câble si ils voient que c'est la police qui a créé le bouchon qui est à l'origine de l'amende qu'il a pris. C'est l'injustice, là, elle est en train de taper des niveaux jamais vus dans le passé. On est en train de battre tous les records en termes de mesquinerie, de saloperie, de saleté, de mensonge, de manipulation.
C'est juste affreux. Et les gens, ils vont avoir une réaction en voyant toutes ces choses-là, parce qu'à un moment donné, tout le monde sera impliqué. Pour l'instant, les petites pilules bleues qui suivent à la lettre tout et que ça fait 1 an qu'ils ne sont pas sortis de chez eux, qui portent 2 masques pour être plus sûrs, ceux-là, ils ne sont pas encore impactés parce que c'est des bons citoyens. L'État les caresse dans le sens du poil parce qu'ils ont appelé pour dénoncer le voisin et tout. Mais le jour viendra où même eux, ils vont galérer de ce qui arrive. Moi, de ce que je vois de ça, c'est surtout que c'est une énorme opération de communication là, ce week-end et ces derniers jours pour, en gros, faire peur aux gens, réinstaurer encore la peur, dire les gars, le couvre-feu, là, vous avez vu, on rigole pas, les lois, les restrictions, on rigole pas avec ça, tout le monde obéit, sinon vous aussi, vous allez être verbalisé de ouf, quoi. Alors que jusqu'à maintenant, je veux dire, il fallait vraiment... Enfin, c'est peut-être pas partout comme ça, mais moi, tous les endroits où j'ai eu l'occasion de circuler, la police, il fallait la chercher, quoi. Et les contrôles, il fallait les chercher hein, pour... Donc, Alors, voilà. Moi, j'ai une question. Moi, je me pose la question. On sait très bien que les policiers, pour la plupart, en tout cas, j'ose croire comme ça, sont dégoûtés de devoir faire ça parce que c'est pas leur métier de base. Donc, les ordres viennent d'en haut. On a beaucoup de témoignages allant dans ce sens. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent créer comme réaction derrière? Parce que je me rappelle de certaines personnes, pour ne pas les citer, qui à la télé ont expliqué que soit on allait accepter par nous-mêmes, soit il y aurait une guerre civile et qu'on passerait par le chaos pour arriver à l'ordre. Donc moi, je me pose la question si toutes ces directives-là, c'est pas un peu une direction un peu dangereuse vers ce chaos. En fait, c'est pas compliqué. En ce qui me concerne, je vais donner ma perception. La question que tu poses, elle est excellente et très, très, très pertinente dans le contexte actuel. Il faut savoir quelque chose. À mon avis, il faut savoir quelque chose, à mon avis, ça colle pas, mais à mon avis, ok, ils veulent qu'il y ait une révolution. Ils veulent qu'il y ait quelque chose pour que les gens se rebellent sous le coup de la colère. Parce que quand tu es influencé par la colère, en général, ce que tu fais, c'est que tu changes de patron, mais tu ne te libères pas vraiment. La colère rend aveugle, d'accord? La colère crée de la violence. La colère crée plein de choses négatives, mais ça ne crée pas un monde meilleur. Tu ne peux pas construire un nouveau monde avec la colère dans le cœur. Donc, je pense que eux, ce qu'ils veulent, en fait, ils veulent mettre les gens en colère, que ça dérape, pour qu'ils puissent mettre en place le système que M. Attali a proposé dans son bouquin, les 100 règles à respecter, je sais pas quoi, pour le nouvel État, ou j'en sais rien. Ça, c'est leur plan. Nous, on vient ici avec la bienveillance, avec le respect, et on fait quoi? On essaye de s'éduquer pour comprendre ce qui se passe et ne pas agir avec la colère. Et c'est pour ça que ce soir, on fait aussi une mise en point par rapport à nos objectifs, en fait. Parce qu'on est pointé du doigt et ils sont en train de nous utiliser, nous, pour provoquer leur rébellion, on va dire. Donc, on va discuter tout à l'heure de ça, mais ta question est excellente, Raphaël. Et justement, nous, ce qu'on aimerait, parlons tout à l'heure, prenons le temps parce que c'est un sujet important. C'est un sujet important. Passons à la suite. Donc, GameStop, on reprend après et puis on discute. Ça va être discussion. Je voulais vous montrer une petite vidéo traduite par Quantum Leap d'une manière très efficace et très rapide. Merci Quantum. Je vais mettre directement le passage concerné et je vous invite à écouter ce qui nous dit cette personne qui est un investisseur, c'est le PDG de Social Capital. C'est un fonds d'investissement aussi, entre autres, j'imagine. Énorme dans le grand schéma de cette action ou du marché entier. Hop, Pas attends. une somme énorme dans le grand schéma d'entreprise.
Mais je veux vraiment vous dire qu'au-delà de 500 000 $ de dons ou de l'argent que j'ai investi, ce n'était pas une somme énorme dans le grand schéma de cette action ou du marché entier. Ce que j'ai appris, parce que je pense que ce que j'ai appris ces derniers jours est important pour tous ceux qui regardent CNBC. Et qu'est-ce que c'est? Je pense que ce que vous voyez est essentiellement un mouvement de rejet contre l'établissement d'une façon très importante. Il y a beaucoup de monde et j'encourage tous ceux qui ne sont pas intéressés par ce sujet à aller sur Wall Street Bets et à lire les forums. Et je pense que vous allez voir 3 types de messages. Le premier type de contenu est constitué de personnes qui font un travail incroyable sur les entreprises en essayant de penser à la valeur à long terme. Et à mon avis, beaucoup d'entre elles font un aussi bon et franchement meilleur travail que beaucoup d'analystes de fonds spéculatifs avec lesquels je travaille. C'est la première chose. Deuxièmement, beaucoup de gens pensent que, vous savez, à la fin de 2008, Wall Street a pris un énorme risque et a laissé les gens avec des actions invendables. Et beaucoup de ces jeunes étaient à l'école primaire, au lycée, lorsque cela s'est produit. Leurs parents ont perdu leur maison, ont perdu leur emploi. Et ils se sont toujours demandé pourquoi ces gens ont été libérés sous caution pour avoir pris d'énormes risques. Et personne ne s'est présenté pour aider leur famille. Et puis la troisième chose, c'est de réaliser qu'au lieu d'avoir des dîners d'affaires où, vous savez, il y a des conversations silencieuses et chuchotées entre les fonds spéculatifs dans les Hamptons, ces enfants ont le courage de le faire de manière transparente dans un forum. Et je ne dis pas que tout cela est parfait, loin de là. Mais je pense qu'il faut une foi énorme dans le système pour être aussi transparent, pour parler des choses et pour que chacun puisse prendre sa propre décision et faire des choses, que ce soit pour acheter ou pour vendre. Donc, concrètement, ce que cette personne dit, qui est quelqu'un qui connaît bien le marché, c'est que ce qu'on peut dire avec cette histoire de GameStop, et on verra, il y a aussi d'autres actions, AMC, il y a même l'argent qui est en train de devenir compliqué à acheter en ce moment. Ce qu'il dit, c'est que ce qu'on peut le voir comme un stop de la part des gens contre l'establishment. Qu'est-ce que l'establishment? C'est l'élite, le système établi, le truc, la censure en fait. Et donc, il explique aussi qui sont ces personnes qui participent dans tout ça. Il explique aussi le fait que ce qui est en train de se passer est en train d'éduquer beaucoup de monde par rapport à ce qui se passe en termes de la bourse, comment ça fonctionne la bourse et comment on est arrivé en 2008, mais comment aussi, quand eux, ils font des bêtises, ils ne reçoivent rien. C'est l'État qui met la main dans la poche pour les sauver. Par contre, quand c'est le petit peuple qui se réveille et qui se met face à eux, en fait, là, il faut bloquer le petit peuple. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, en ce moment, les marchés sont en train de partir en vrille. On a eu un week-end où les marchés, ils ont eu le temps de réfléchir. Et lundi, tous les marchés ont ouvert avec des lois, avec des règles. Ouais, voilà. Voilà. Les costards cravates, ils sont en train de faire tout le nécessaire pour mettre les cours dans la bonne direction. Donc, là, je vais vous montrer l'action. D'accord? On avait vu la dernière fois, l'action est montée jusqu'à 480 $, qui ne permettait pas aux fonds d'investissement de reprendre leur position. D'accord? De racheter les actions qu'ils avaient vendues avec le shorting, comme on vous l'a expliqué la dernière fois. Et donc, tant que le prix restait élevé, ils ne pouvaient pas reprendre leur position. Ils étaient en train de perdre des milliards tous les jours. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les plateformes de trading? Elles ont fermé la section achat. Ce qui est complètement illégal. Complètement illégal. Imaginez si un casino, vous arrivez, vous jouez tout dans les règles. Et en fait, parce que vous gagnez, le casino, il vous dit non, vous jouez plus. Même si vous ne trichez pas. C'est ce qui est en train de se passer en fait. Et en gros, ils sont en train de montrer que le marché, c'est un casino. Et si ce n'est pas le casino qui gagne, bah dans ce cas, il n'y a pas de casino en fait, on ferme. Et ce casino joue
avec les actions des entreprises dans lesquelles nous travaillons. Et leur jeu à eux a des conséquences réelles sur nos vies à nous. En 2008, ce qui s'est passé, c'était le jeu des hedge funds comme ça, des fonds d'investissement comme ceux-là, qui ont provoqué cette chute. Ça a des vraies conséquences. Et là, le peuple est en train de se lever et de dire stop, et les plateformes sont en train de montrer leur véritable nature. Le grand réveil a commencé. Parce que ça, ce n'est pas sans conséquences. Là, ils ont réussi à baisser le prix, mais d'une manière complètement artificielle et complètement illégale. C'est complètement illégal ce qu'ils ont fait. Ah, puis toi, quand tu fais une connerie sur ton trade et que tu paumes des milliers d'euros, on va sûrement pas inverser le cours du marché pour toi, quoi. Ah bah non. Ah bah non. C'est inadmissible. Mais je veux qu'on me rembourse, là. C'est en train d'arriver. Et là, par exemple, on a l'exemple de eToro. Ils ont fait pire que ça. Ils ont placé des ordres. En fait, comment ça fonctionne une plateforme de trading? Tu mets de l'argent dans la plateforme. Donc, tu as un portefeuille dans la plateforme. Et avec ce portefeuille, supposons que tu as mis 1000 euros, par exemple, tu vas acheter 100 euros de cette action, 200 euros de cette action. OK? Etc., etc. Et pour les acheter, il faut que tu regardes ce qu'on appelle un order book. Donc, ce sont les ordres de vente et d'achat. Donc, il y a des gens qui disent, moi, je vends mon action à $100. L'autre qui dit, moi, je vends la mienne à 101. Et l'autre qui dit, ah non, moi, il faut que je la vende tout de suite, je la vends à 99. Et en face, tu as les ordres d'achat qui sont, moi, j'aimerais acheter pour $100. Ou moi, j'aimerais acheter pour 90, par exemple. Et en fait, avec ton portefeuille, tu vas aller prendre une position dans cet order book. Alors, soit tu achètes au prix du marché, donc l'ordre le moins cher, l'ordre de vente le moins cher, soit tu mets un ordre d'achat au prix où tu penses qui sera le bon selon toi et qui sera aussi possible à atteindre. Et là, la plateforme, elle a pris les portefeuilles des gens qui contenaient des actions et il a mis des ordres que eux ils n'avaient pas commandés. Imaginez, vous, votre banque, il prend votre argent et il met des ordres pour des enchères. Imaginez, votre banque prend votre argent sans rien vous dire, sans rien vous demander, et met des ordres d'achat pour des enchères. C'est ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est en train de réveiller tout le monde. Et ça réveille tout le monde pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est les fonds d'investissement et leurs saloperies. Deuxièmement, c'est les plateformes qui participent à ça. Et pire, les institutions qui sont en train de surveiller tout ça, elles font quoi? Elles attaquent le petit peuple aussi. Les gens le voient. Ici, les médias, ils n'en parlent pas. Évidemment, les médias, non. Il ne faut surtout pas donner l'idée aux gens d'aller confronter Wall Street. Les gars, on peut et on est en train de le faire. Je veux dire, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne faites rien. Vraiment, n'allez pas vous mettre là-dedans. C'est hyper compliqué. Par contre, il y a plein de gens comme vous et moi qui ont commencé à faire du trading grâce aux cryptos et maintenant, ils sont allés dans les marchés pour jouer le jeu. Et le trading des crypto-monnaies les a entraînés suffisamment pour comprendre les règles. Et ce sont eux qui sont en train de bouger les choses et de créer le bazar. Et ils sont en train de gagner face à des institutions géantes. David contre Goliath. David, là, il vient de planter une pierre bien pointue pile entre les deux yeux de Goliath. Là, Goliath, il louche. Il sait pas, il voit trouble. Ah bah là, ils n'ont pas kiffé là, les millions qui leur manquaient, là, des milliards même qu'ils ont Les perdu. milliards, ouais. Juste deux petites précisions. Parce que j'ai vu passer pas mal la remarque dans le chat où on me dit attention, le PDG de Robinhood, la fameuse application là, c'est le fils de Ghislaine Maxwell. Donc non, on a vérifié, c'est une fake news cette info qui tourne. Le PDG de Robinhood est bulgare, né de parents bulgares, et n'est sûrement pas le fils de Ghislaine Maxwell. Vous discutez aussi beaucoup par rapport au virus. Encore une fois, on ne prétend pas être des spécialistes. Par contre, cette histoire d'isoler le virus pour pouvoir... C'est pas pour rien qu'un vaccin, ça prend 5 ans, 6 ans, 7 ans à mettre en place. Il faut l'isoler pour pouvoir l'étudier.
comment ça se fait que professeur Raoult a pu isoler des séquences? Oui, il a isolé des séquences. Les séquences, ça veut dire des petits bouts de virus, des petits bouts de l'ADN. L'ADN, il faut l'imaginer comme une sorte de spirale faite par 2 fils, ok, qui sont connectés à plusieurs endroits, et c'est une spirale en fait, et qui est très longue. Et cette spirale contient de l'information génétique. Donc, quand on dit ils ont découvert des séquences, ils ont trouvé des séquences de ce truc qui s'appelle l'ADN, en fait. Donc, c'est différent de dire isoler les séquences et différent de dire isoler le virus. Donc, voilà. Et pour un vaccin, les séquences, ça ne suffit pas. Ça peut suffire pour faire des études, etc., etc. Mais là même, les gars, Pfizer, Moderna et tout ça, ils le disent eux-mêmes. Et il n'y a pas assez de recherche qui est faite derrière. Ils ont saoulé le professeur Raoult avec l'hydroxychloroquine parce qu'ils ont dit il faut double randomiser à triple salto mortal et je sais pas quoi. Et pour le vaccin, non, il faut pas tout ça. On va tester. On n'a pas de raison de penser que ça va mal se passer. Pour moi, c'est pas un argument suffisant, ça. Je sais pas pour vous, mais moi, ça va aller. Je vais faire 100. Merci. Donc, ok, on va retirer l'article, merci. Oui, ça y est, j'ai fait. Et tout le monde te félicite pour ton pull honfleur, au fait, Léo. Je sais pas, il y a beaucoup de remarques dans le chat. Et c'est marrant. On n'était pas censé parler de ça d'ailleurs, pourquoi on n'a pas parlé? Non, je sais pas, non, c'était pour faire une petite dédicace, quoi. Non, parce que je vois tout le monde qui te félicite pour le pull. Faut savoir que, pareil, Léo était pas au courant, je n'en avais pas parlé. Là, j'ai bougé, j'étais à Paris pendant un mois. Et là, j'ai bougé et je suis arrivé à Honfleur, en fait. Tiens, c'est marrant les coïncidences. Hein. Ouais, mais il faut expliquer aussi pourquoi les coïncidences. Je suis en train de trouver... je suis en train de chercher plutôt. Non, ok. C'est où, Pépito? Tu l'avais mis dans je le... sais pas, attends, oui, voilà. Je vais te le retrouver. Oui, je l'ai. Donc, alors, je ne sais pas si c'est tout le truc. Ok, non. L'Élysée a récemment mis sur orbite une task force dédiée à la lutte contre la désinformation. Donc, l'Élysée a mis une task force contre la désinformation qui répond au nom de Honfleur. Donc, DGSE, DGSI, DRM, SIG, coordonnés par le SGDSN, identifiant actuellement les prestataires privés les plus à même de combattre la désinformation. Donc, ouais. Beaucoup au sein de la communauté du renseignement craignent que la démarche ne soit perçue comme un ministère de la vérité, se révélant... Ah bon? Tiens. On se demande pourquoi il sort cette phrase à la fin. Tu sais, beaucoup au sein de la communauté du renseignement craignent que la démarche ne soit perçue comme un ministère de vérité. C'est parce que c'est ça. Ouais. C'est parce que c'est ça. La désinformation, tu veux la combattre? Ouais. Commence par TF1, continue par BFM, continue par LCI, CNews, prends Le Monde. Tu as tellement de désinformation. Tu veux des complotistes? Plein, c'est les mêmes. Ils parlaient d'un complot entre Poutine et Trump il y a 4 ans. Allez les chercher, eux aussi. Eux, c'était les premiers complotistes. Nous, on suit l'exemple des médias. C'est eux qui nous ont mis dans la tête la possibilité qu'il peut avoir des complots. En 2016, ils nous ont dit, Trump, il n'a pas été démocratiquement élu et il a été aidé par les Russes parce que les Russes et Trump ont comploté pour tourner les résultats des votes. Oui, du coup, nous, on a commencé à penser qu'un complot, c'est possible. Les premiers complotistes, c'est les médias. Vous voulez aller chez eux? Allez-y. Mais les véritables qui devraient porter le nom de Honfleur, ce sont ceux qui le portent et ceux qui habitent. C'est ça. C'est très joli en plus, Honfleur. Mais ça m'a fait marrer parce que j'avais dit à personne que je venais ici. Et puis, pouf, là, je tombe sur cet article. Je me suis dit, tiens, c'est marrant les coïncidences parfois, quoi. Donc, les amis, temporairement, le pull soldat digital, il sera mis de côté. On va avoir celui-là. Parce que concrètement, selon leur propre texte, il s'agit d'une task force dédiée à la lutte contre la désinformation. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. D'accord? C'est ce qu'on fait. Donc, Honfleur, c'est nous. Voilà. Donc, maintenant,
Une dernière nouvelle, je crois, avant de passer au sujet de conversation. On a une petite demi-heure, ça va le faire. Yes. Un ancien avocat du FBI évite la prison après avoir admis falsifier des emails dans le cadre de l'enquête sur la campagne 2016 de Trump. Titre compliqué, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'ancien avocat du FBI qui a admis, avoir falsifié un courrier sur lequel d'autres fonctionnaires s'étaient appuyés pour justifier la surveillance secrète d'un ancien conseiller de campagne de Trump, a été condamné vendredi à 12 mois de mise à l'épreuve. Genre, le gars, il falsifie des preuves qui conduisent à la surveillance du conseiller du président élu, et il a 12 mois mise à l'épreuve. Il n'a rien. Le gars, il est dehors. Il est libre. Genre, ça pourrait être classé dans trahison, voire haute trahison. Donc, normalement, la peine ici, ça devrait être quelques décennies, au minimum. Pas seulement ça, mais le gars, il sort tranquille, tout va bien, c'est super. Donc, et qui est ce gars-là? Qui est ce gars-là? Il y a marqué, les procureurs avaient requis que Kevin Klein-Smith. Kevin Klein-Smith. Gardons en tête ce nom. Et maintenant, on voit aussi voilà, qui fait la loi, en fait. Et on va aller au drop 4621. Et donc, ici, vous avez placeholder. Donc, c'est ici où vous mettez, c'est l'espace pour le nom. Indictment tracking. Donc, c'est les inculpations, suivi des inculpations non civiles. Donc, ce ne sont pas des tribunaux civils. Là, il y a un seul nom. Donc, il y a 6 places. Donc, j'imagine qu'il y a 6 personnes qui ont été, on va dire, inculpées, mais aucune qui a été condamnée, sauf Kevin Klein-Smith. Le nom Kevin Klein-Smith, il apparaît dans un post de août 2017. Avec KC à côté, pour nous dire, donc, à chaque fois qu'on voit KC, entre les guillemets, il parle de Kevin Klein-Smith. Et à côté, on a un truc bizarre, c'est le 11-3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, spéculation, on vous a dit la dernière fois, on est dans une période où il est impossible de savoir ce qui se passe. Et on se rend compte qu'on est au moment du plan de Q. Et là, il a tout fait, ils ont tout fait, parce que c'est une opération militaire, ils ont tout fait pour brouiller les pistes, y compris aux patriotes, pour éviter de donner des informations à l'état profond pour qu'ils sachent contrer. D'accord? Mais là, on pourrait s'imaginer une situation où vous avez les militaires qui sont en train de regarder ce qui se passe. Et ils voient quoi? Ils voient quelqu'un qui reçoit une peine pas logique du tout pour des accusations auxquelles lui-même il a admis que oui, je fais ça, pour des accusations il s'agit de trahison ou de haute trahison. Et les militaires, ils sont en train de le voir, ça. Donc, en voyant ça, et en plus dans la période où ça coïncide maintenant, on a vu avec les 45 jours plus 45 jours qui sont censés terminer maintenant. Donc, on attend une décision concernant la fraude électorale dans les jours qui viennent. S'il n'y a pas de décision plus concrète pour étudier les preuves sur la fraude électorale, et si ce gars-là, il sort de la prison malgré le fait qu'il a trahi son pays, son président, je pense que là, les militaires, ils auront suffisamment de raisons d'intervenir. Je pense. Et le 11.3, c'est justement, c'est une loi sur une occupation. C'est une loi d'occupation. On n'a pas encore fait tous les liens. D'accord? On s'appelle les décodeurs, mais il y a certaines choses, elles ne s'adressent pas à nous. On vous a dit dans les postes de Q, certains s'adressent à nous, le public, les patriotes. Certains s'adressent à des institutions, mais c'est codé, on ne peut pas comprendre. Et certains sont là pour induire l'état profond en erreur, parce que tout le monde les lit. Et donc, mais dans ce cas précis, il y a un lien direct qui est fait entre le nom Kevin Klein-Smith et le 11.3. Est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier? Je ne sais pas, mais je voulais le montrer ici parce que je me dis, il y a un truc. C'est comme là, une info qui vient de tomber, j'en parle vite fait parce que tout le monde nous en parle depuis tout à l'heure. C'est Jeff Bezos qui quitte son poste de CEO d'Amazon en fait. Mais après, voilà, quoi faire de cette info?
Bah, pour l'instant, il quitte son poste de PDG, en fait, quoi. Peut-être qu'il a gagné suffisamment d'argent. Mais voilà, par contre, tout le monde nous en parle, là. On regardera ce que ça peut éventuellement signifier. Mais on va pas parler de ça ce soir, parce que l'info vient tout juste de tomber, en fait. Prochain live, il sera intéressant. D'ailleurs, au dernier live, je voulais vous montrer le petit extrait. Je vous ai dit, d'ici mardi, c'est sûr et certain, on aura un sujet pour vous en parler, la Birmanie. Pour revenir au tout début du live maintenant, parce qu'il y a un petit bout que j'ai oublié, c'est Biden qui menace de sanctions contre la Birmanie après le coup d'État militaire. Donc Biden chie dessus. C'est non, là ça va pas, il faut vraiment remettre celle que nous on avait mis parce que sinon on n'a plus de stock, on manque de stock au niveau de... Ouais, voilà, de stock. On va pas aller dans le détail. Et sinon, on a aussi ce tweet de Alexander Soros, de la grande famille des Soros, qui était aussi récemment, donc là c'est le 10 janvier 2020, Alexander Soros, il était là-bas. Je sais pas, pour moi, le fait de voir, pardon pour le bruit, le fait de voir des photos comme celle-là, ou pire, des photos comme celle-là, vas-y, on se tient la main. Quand je lis des articles comme celui-là, qui dit que la Birmanie, c'est l'un des pires endroits pour la traite des êtres humains, et je vois aussi Soros, et je vois aussi que pour les élections, ils ont utilisé les machines Smartmatic, les mêmes qu'aux États-Unis. Les gars, enfin les amis, tout le monde, les filles, les gars, les filles, peu importe. Il y a un truc. On va pas être prétentieux pour vous dire on comprend exactement ce qui se passe. On vous a dit qu'on n'en est plus là. On est dans la période de la transition. On est en plein milieu d'une opération militaire. Il y a 99% des informations qui circulent qui sont fausses. Ce n'est pas compliqué. Et donc, juste on vous montre les trucs, les éléments. Faites les liens que vous voulez dans vos têtes. Soyons attentifs, restons attentifs et gardons un œil sur ce qui se passe parce que tout ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin et déjà on a 2 sujets, donc Bezos et le coup des hackers chinois pour le prochain live. On va pas vous en parler comme ça et sortir des mots de nulle part. On va les étudier plus en profondeur, croiser, etc., etc. Et on vous en parle au prochain live. Donc, voilà, toujours pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que ouais, il y a trop de choses qui soulèvent encore beaucoup de questions et qui sont pas anodines et qui sont pas normales. Et c'est pour ça que ouais, moi j'en démords pas par rapport au plan, il est toujours en cours, quoi. Ça c'est clair et net. Clair et net ? C'est clair et net, comme une clarinette, comme un son de clarinette, effectivement. Alors, est-ce qu'on passe au sujet de discussion maintenant? Concrètement, on a 40 minutes parce que Pangolin est parti à 20. Donc, nous, on va commencer le live à partir de 20 minutes. Donc, on a jusqu'à 2h20 pour rester dans les 2 heures. Et on va essayer de parler, de vous lire, etc. Mais on va discuter. D'accord? Premièrement, je souhaiterais préciser quelque chose. Aujourd'hui, on a publié sur le Rumble des décodeurs et... hop, je vais vous montrer. Pour ceux que ça intéresse, le dernier, la Wake Up It's Time. Donc, c'est une chanson que j'avais fait en anglais au mois de mai pour remercier les patriotes pour tout ce qu'ils font, littéralement risquer leur vie, parce qu'il y en a certains, ils ont laissé leur vie dans toute cette histoire, pour les remercier à eux et pour dire à tout le monde, les gars, nous, on est les gentils dans l'histoire parce qu'on n'est pas violents, on n'est pas... Voilà. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit mais la rébellion, c'est pas bien, la rébellion, c'est pas chrétien. Donc forcément, il sait aussi qu'on est chrétien et qu'on essaye de garder les valeurs chrétiennes. Premièrement, il est extrêmement important de préciser que la rébellion, ce n'est pas notre truc. Notre truc à nous, c'est la justice. Ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Nous, on n'est pas en train de dire il faut qu'on se rebelle pour faire ci ou pour faire ça ou pour faire ça.
Non, t'inquiète, je vais venir sur David Icke, Nancy. Je vais y venir. On ne l'a pas oublié, Ça fait Davidou. partie des sujets dans la suite, t'inquiète. Nous, c'est la justice. Pourquoi? Parce que le problème que nous, on dénonce en ce moment, c'est qu'il y a des gens comme Brunel, par exemple. Voilà. Raphaël, vraiment, tu vas nous laisser au chômage, toi, je te jure. Tout ce que je voulais dire, oubliez, regardez cette image. Nous, c'est le ciseau. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus. Non, magnifique. La rébellion, ce n'est pas notre truc. Parce que la rébellion, ça veut dire ne plus suivre aucune règle, temporairement ou pas. Nous, c'est non. Non, non. Il y a une justice, il y a une constitution, il y a les droits de l'homme, respectons-les d'une manière universelle. La justice n'est pas censée être plus ou moins efficace selon ton portefeuille, ton statut social et ton nom. Ce n'est pas censé marcher comme ça. Ça ne s'appelle pas la justice, ça. Donc, nous, que ça soit clair, que ça soit clarinette, comme dirait Pepito, que ça soit clair et net, nous, notre demande à tous ceux qui nous entendent et à tous ceux qui nous pointent du doigt et au reste de l'existence, la justice est une justice universelle, horizontale, pas verticale. Pas genre plus tu es haut dans la société, plus tu peux te permettre tout n'importe quoi. Pas si tu t'appelles Brunel, que tu puisses violer des enfants ou trafiquer des enfants ou des adolescentes avec des rêves pour se faire violer, etc. Et que tout le monde le sache et que personne ne fasse rien. Ça ne s'appelle pas de la justice, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que la justice fonctionne, que les crimes soient reconnus, parce qu'il y a actuellement plein de victimes qui n'osent même pas parler tellement le système est à l'envers. Ce sont les sans-voix. Et nous, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas laisser nos frères et sœurs sans voix. On ne peut pas. On a une obligation morale de parler à leur place. Au dernier live, je vous ai parlé de mon ami qui travaille pour les enfants, etc. Je ne peux pas, moi, écouter ce qu'elle me dit tous les jours et me dire « Ouais, je m'en fous. Ouais, c'est pas grave, vas-y, dis-leur de se taire. Moi, ils font du bruit, mieux ça sera. » Non, mais non, ça ne veut rien dire, ça. Parce que ces enfants qui sont maltraités, c'est eux qui construisent le monde de demain. Et donc, concrètement, quand tu violes un enfant, tu violes le futur de l'humanité. Et pour ça, ça c'est le pire des crimes que tu peux commettre, en fait. C'est le pire des crimes que tu peux commettre. Tu punis l'humanité entière. Hitler, un jour, était un enfant. Quelqu'un lui a fait une saloperie. À partir de là, il est parti en vrille. Et voilà. L'histoire se souvient de lui comme... voilà. On ne veut pas de ce genre de choses-là. Les enfants, il faut qu'on les adore. Il faut qu'on les garde précieusement, qu'on les protège. Il faut qu'on les éduque correctement aussi. Pas de leur faire subir des choses comme ça. Et en plus, de les... Pas seulement on ne les voit pas comme des victimes, mais on les voit comme... La justice les pointe comme des coupables. La dernière fois, mon amie, elle m'a dit, j'ai dit une phrase juste. Pas seulement elle ne se bat pas avec la justice contre les crimes, elle a l'impression d'être seule contre la justice et contre les criminels. L'enfant a le même sentiment. C'est pas logique, c'est pas normal. Ça devrait pas être comme ça. On est le pays des droits de l'homme, normalement, à moins que je me trompe. Donc, premièrement, voilà, c'est la justice. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je me trompe ou... Ah non, non, pas du tout. Merci, Raphaël, pour ton dessin. Deuxième sujet. David Icke. Donc, un certain David Icke, que beaucoup de monde connaît, certains aiment, certains n'aiment pas. Ce que vous faites de votre temps, etc., c'est votre choix, super. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont en train de perdre leur foi à cause d'une vidéo de David Icke qui dit que QAnon, c'est une opération psychologique pour pousser les gens à ne pas agir,
Laissez-moi vous expliquer 2-3 choses. Premièrement, est-ce que nous, on vous donne l'impression qu'on est inactif? J'ai pas l'impression, je veux dire, on n'est pas dans un coin en train de s'en foutre complètement et attendre que ça se passe. Premièrement. Ou qu'on cherche à garder les gens devant leur ordinateur et surtout pas dire quoi que ce soit, essayer d'agir, de sortir de chez soi, essayer de discuter avec des gens autour de soi. Enfin, non. Après, qu'est-ce qu'il attendait par empêcher les gens d'agir? C'était descendre dans la rue et tout faire cramer comme les BLM. Non, mais c'est. Alors, premièrement, il dit ça. C'est pas une chose intelligente parce que pas seulement on n'est pas actif, mais on fait partie des plus efficaces. Les soldats digitaux qui suivent Q, ils ont été entraînés dans le passé, les 3 ans, 4 ans depuis que Q a commencé à poster, pour creuser l'information, la vérifier et faire un travail que les médias sont censés faire. Le fait que ces soldats, ils ont eu cette force, ce courage, cette compréhension, ces connaissances, ont fait qu'il y a des gens qui ont commencé à s'informer. Donc actuellement, grâce aux soldats numériques de Q et de Général Flynn, il y a beaucoup plus de monde qui sont au courant de l'existence de l'État profond, y compris à travers les attaques des médias. Ça veut dire qu'actuellement, grâce à Q, le complotisme est redevenu un sujet qui est mis en avant et qui parle de l'existence d'un État profond qui serait au-dessus des États. Ça parle à beaucoup de monde. Ça aide. Donc, premièrement, ça ne peut pas être vrai parce que Q ne nous rend pas inactifs. C'est le contraire, c'est l'exact opposé. Il nous dit confronter le mal. C'est ce qu'on fait. C'est juste que le mal, nous, on le perçoit différemment. Pour nous, le mal, il ne s'appelle pas Georges, il ne s'appelle pas Paul, il ne s'appelle pas Manu ou Nicolas ou j'en sais rien. Le mal, c'est des formes d'autorité. Ce sont des choses, justement, où si tu creuses Q jusqu'au bout, tu comprends qui est ton véritable ennemi et tu comprends pourquoi c'est une guerre d'information. La guerre, elle est là-dedans, dans la tête des gens. Il y a des gens aujourd'hui qui portent leur masque seuls dans leur voiture. On en est là. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a jeté une bombe dans sa tête et qui a explosé toute connexion neuronale qu'il pourrait avoir entre les neurones. C'est dommage. Je sais que ça peut paraître, je sais pas quoi, si je le dis comme ça peut être choquant s'il y en a parmi, je pense pas qu'il y en a parmi vous qui portent le masque dans la voiture, mais si jamais, mais c'est le cas. Cette personne, elle est déconnectée de la réalité en fait. C'est-à-dire, moi j'ai des gens dans mon entourage qui me connaissent depuis genre des années et des années, que tout d'un coup, ils ont commencé à croire que je suis suprémaciste blanc, que je suis raciste, que je suis antisémite. Et ils n'en avaient rien à faire du fait que je leur disais, mais les gars, Raphaël, moi je suis suprémaciste blanc et j'ai invité Raphaël dans le live. Et je suis antisémite et j'ai invité Rudy dans le live. Xénophobe. Bah, je peux pas, parce que si je suis xénophobe, je devrais être le premier à quitter la France, je suis étranger. Ça n'a aucun sens. Et cette personne, elle a préféré croire, c'est-à-dire elle a commencé à me voir avec le filtre que les médias ont posé entre lui et la réalité. Et donc, il a commencé à me juger, moi, non pas sur ce qu'il connaissait de moi et sur ce qu'il voyait de moi, mais sur ce que les médias lui disaient de penser de moi. Ça, c'est notre véritable ennemi. C'est cette entité-là. Et c'est pour ça que nous, on doit aller dans la tête de ces gens-là et prendre le balai et faire le ménage. Parce que là, c'est pas que des poussières. Hein. Là, c'est le bordel à l'intérieur. Donc, David Icke, pour revenir à ce gars, sachez, soyez bien conscients, si jamais vous avez décidé de le suivre et vous avez des doutes, ce mec-là, avec d'autres comme Alex Jones, ce sont la raison pour laquelle les complotistes passent pour des cons. Parce que quand des gens se posaient des questions sur les attentats de 11 septembre, David Icke leur disait c'est des reptiliens qui l'ont fait depuis le cœur de la Lune qui serait creuse. Je rigole pas, c'est ce qu'il disait. Et il a vendu des bouquins sur ça. Je confirme. Donc, quand les médias ont commencé à parler de complotistes, etc., ils ont pris ces histoires de reptiliens et tout ça. Et donc, à l'époque, si tu te posais des questions sur le 11 septembre, pire encore,
ils ont commencé à parler de ceux qui nient les attentats du 11 septembre. Mais il n'y a personne qui nie les attentats du 11 septembre. Ce n'est pas ça. Mais les médias, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens comme David Icke qui disaient non, les avions n'étaient pas réels, c'était des hologrammes. Donc, c'est ce genre de personnes, ils ont été un problème constant, et tous ceux qui les partagent d'ailleurs. Parce que ceux qui les partagent, ils sont encore plus dégueulasses parce qu'ils jouent avec les mots-clés. En ce moment, c'est devenu une mode, une triste mode, lancée par les médias. Attaquer le QAnon, ça génère des clics. Et donc, il y a ces putaclics qui vont parler de ces sujets-là. Je ne veux pas dire de qui je parle, mais il se reconnaît, il a créé un site et c'est devenu un commerce. Tu vois, il utilise, c'est un businessman qui, avant de lancer le site, il pensait à vendre des t-shirts et des gobelets. Donc, c'est ce genre de personnage qui vous partage David Icke. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas de vous informer. C'est de faire de l'argent sur votre dos. Et ça, il y en a dans les médias alternatifs. Et David Icke en fait partie. Alex Jones en fait partie. Et tous ceux qui les partagent font partie. Donc, c'est pour ça, je vous dis, attention, on ne joue pas le même jeu. On n'est pas du tout dans le même tiroir. Donc, nous, on ne prend pas en sérieux David Icke. Oui, après, voilà, le but là de l'intervention, c'était justement pour en parler, parce que vous avez été nombreux à nous envoyer cette vidéo. Moi, quand je l'ai vue, déjà, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi David Icke, il a attendu là, pile poil, maintenant, pour nous sortir sa théorie sur Q. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas diffusée avant et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait tourner avant? Là, étrangement, ce qui se passe, c'est que depuis le 20 janvier, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus, qui sont détournés de Q, qui n'y croient plus. Et du coup, là, on a tous ces aspirateurs là, qui se sont mis en route pour essayer de récupérer du public qui savait plus trop à qui se vouer et qui suivre, en fait, et qui écouter. Moi, personnellement, si David Icke il n'avait pas sorti sa vidéo là, en ce moment, j'aurais peut-être pris le temps d'écouter, voir ce qu'il avait à dire, si ça avait été fait déjà il y a quelques mois, quoi. Mais c'est que là, c'est un truc qui sort comme ça par magie, alors que depuis le 20 janvier, le Q est vachement remis en question, en fait. Donc voilà. Après, moi, juste encore une dernière précision là-dessus, c'est que moi, perso, ça sert à rien de m'envoyer les vidéos comme ça, là, de David Icke ou trucs comme ça, parce que de toute façon, c'est pas que j'ai pas envie de la regarder ou de me pencher là-dessus, mais je veux dire, nous, on a notre vision des choses, on a nos sujets chez les décodeurs. Donc voilà, c'est pour ça que moi, par exemple, on avait discuté plusieurs fois avec Rudy avant, est-ce qu'on en parle de David Icke ou pas? Moi, j'avais toujours dit non, ça sert à rien de perdre du temps là-dessus, en fait, c'est pas notre sujet. Mais voilà, juste, il faut faire attention, il faut regarder le timing, en fait, quoi. Attention à vos sources, premièrement. Deuxièmement, si un certain David Icke peut faire trembler votre foi dans le plan, c'est que elle est mal construite. La foi dans le plan, elle ne vient pas d'une recherche et d'un travail d'analyse, elle vient d'un travail de suivi. Et du coup, vous êtes à la merci de la personne que vous suivez. Imaginez, il faut vraiment être autonome. Quand on vous dit il faut être autonome intellectuellement, il faut être autonome. Il faut donner votre autorité à personne. Pour moi, il y a moi, Dieu et tous les autres humains, ils sont au même niveau. Pour moi, Macron, il n'est pas plus haut que les autres. Un SDF dans la rue, il n'est pas plus bas que les autres. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et je pense que c'est la manière la plus saine. Mais si vous nous suivez d'une manière ardue, une manière vraiment, genre vous réfléchissez pas, vous analysez pas, qu'est-ce qui se passe le jour où moi je suis vraiment très fatigué, j'ai passé une très mauvaise journée, voilà, je suis au bout de mes nerfs et je débarque ici au live et je commence à péter un plan. Et est-ce que vous vous rendez compte que ça peut avoir des conséquences sur vous? Ne soyez pas dépendant d'autres personnes au niveau de votre compréhension de ce qui se passe, en fait. Ne soyez pas dépendant d'autres personnes. C'est vraiment, prenez chacun comme une source et faites votre analyse. Vous êtes beaucoup plus intelligent que ce que vous pensez. Vous êtes beaucoup plus beau, vous êtes beaucoup plus capable, vous êtes beaucoup plus grand et plus important que ce que vous pensez.
pour ceux qui ont des doutes. Alors, faites ce travail d'analyse vous-même, vous verrez, vous pouvez le faire, vous êtes capable, la situation, elle peut être comprise, ça demande un petit peu de travail si vous manquez de temps. Mais nous, on vous fournit tous les liens. Pangolin, il a créé infovf.com, qui est un puits magnifique de sources d'informations. Allez là-dedans. Enfin, on est en train de faire en sorte que l'information devienne accessible plus facilement. Suivez vous-même, suivez votre cœur, suivez papa éventuellement pour ceux qui y croient. Le Christ, mais ne suivez pas d'autres personnes et les analyses d'autres personnes parce que ce sont des humains, ils sont imparfaits. Hop là. Voilà, donc en ce qui nous concerne, on n'a pas perdu. Merci Raphaël. Et je vais laisser ce dessin-là au fond pendant que je dis le prochain sujet parce qu'il tombe à pic. C'est. Oui, tu voulais dire, Pépito, pardon. Non, je disais magnifique dessin encore, Raphaël. Merci. Merci. Je remarque tous les détails, hein, Raphaël. J'ai remarqué tous les petits détails. Donc, il tombe à pic. Pourquoi? Parce que le prochain sujet, c'est le plan est toujours en cours. Ne nous croyez pas sur parole. Prenez en compte le fait qu'actuellement, il y a des militaires qui entourent Washington. Les raisons pour lesquelles elles sont là, elles ne sont pas claires, mais ne vous attendez pas à tout comprendre. C'est une opération militaire en cours où il n'y a qu'une poignée de personnes que tu peux compter sur les deux mains qui connaissent l'ensemble du plan. Mais le fait que les militaires soient là va dans le sens de ce que Q avait annoncé. Premièrement. Deuxièmement, la destitution de Trump, qui a répondu aujourd'hui d'ailleurs et qui a expliqué que c'est pourquoi ils font ça, ça n'a aucun sens. La Constitution américaine ne permet pas de destituer un président qui n'est plus en fonction. Tu ne peux pas virer un employé que tu as déjà viré. Donc, pourquoi ils insistent avec la destitution? Alors, beaucoup disent oui, mais parce que du coup, il ne pourra plus se représenter. Non, les gars, il ne va plus se représenter. Vous avez vu, il est plus tout jeune, Trump. Ce n'est pas par rapport à ça. Il ne s'agit pas de ça. Pourquoi ils cherchent à le destituer? Pourquoi toute cette panique? Vous remarquez la panique actuellement au niveau des médias, leur narratif, s'il commence à être tellement flagrant au niveau des mensonges et des manipulations, c'est parce qu'ils sont en panique. Ils doivent faire vite. Ils doivent compresser en très peu de temps un plan de plusieurs années. Mais du coup, ça devient visible. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On est en train d'assister à ça. Le grand réveil, comment tu réveilles quelqu'un en lui mettant une claque? La claque, elle fait mal. Et là, elle est en train de nous faire mal. Parce que là, on était pire que la belle au bois dormant. Là, il y a des gens, ils dorment vraiment très, très, très profond. Et pour finir, la censure. Je vous invite à observer la différence de traitement des médias de toutes les théories complotistes comparées au QAnon. Il n'y a aucune théorie de quoi que ce soit, de qui que ce soit, qui a provoqué une réaction aussi violente de la part des médias et des institutions politiques. Par exemple, David Icke avec ses reptiliens, il n'a pas eu le droit au même traitement que nous on peut subir depuis des mois, quoi. Par exemple. Non, lui et Alex Jones, eux, ils n'ont jamais eu de problème, tu vois. Enfin, ils ont eu quelques problèmes, ils sont toujours là. Ils étaient sur YouTube jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et David Icke, d'ailleurs, tu peux le voir encore, il y a des vidéos de lui sur YouTube. Donc, le plan est toujours en cours. Regardez ce qui se passe avec la bourse, la panique que ça provoque. Regardez ce qui s'est passé en Birmanie. C'est en cours. C'est juste, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça ne se passe pas. Et la raison de ça, c'est maintenant qu'on va parler du potentiomètre. Donc, les plus courageux d'entre vous qui sont restés jusqu'à maintenant, vous allez avoir droit à une nouvelle information au niveau de l'analyse. La manière que nous, on explique les choses, c'est vrai que moi, je suis assez enthousiaste. Voilà. C'est pas une question que ça me passionne, mais il y a un poids qui a été enlevé de mes épaules gigantesque quand j'ai compris qu'on a déjà gagné. Et c'est ce que je dis depuis le début. On a déjà gagné. Nous sommes en train de regarder un film.
Et ce film est nécessaire pourquoi? Pour réveiller les endormis. Le grand réveil, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le grand réveil. Ou le grand éveil, ou comme tu veux. Donc, pourquoi le potentiomètre? On pense, enfin, peut-être certains pensent que le changement va venir de la même manière qu'un switch. Genre, quand vous allumez la lumière dans la cuisine, vous tournez un bouton et ça passe de obscurité à lumière. D'accord? Donc, beaucoup pensent qu'on va passer de monde dominé par l'état profond à un monde meilleur immédiatement. Faux, impossible. La raison est très simple, ça créerait un chaos mondial comme l'humanité n'en a jamais connu et ne connaîtra plus jamais parce qu'elle sera plus capable de connaître vu qu'il ne restera plus grand-chose. Donc, non. Imaginez qu'est-ce qui se passe quand vous avez quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière de sa vie et vous lui mettez le néon dans la gueule. Ah bah, par réaction, il va fermer les yeux parce que ça va l'aveugler. Donc, tu ne peux pas allumer la lumière violemment sur quelqu'un. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que plutôt que ça soit la lumière de la cuisine où on appuie un bouton et on passe d'obscurité en lumière, c'est plutôt un plan qui se déroule comme un potentiomètre qui va de 0 à 10 et que les patriotes sont progressivement en train d'augmenter. Actuellement, nous devons être au début, mais ça a déjà commencé. Ça a commencé à tourner le jour où on est passé en mode période de transition, ère de transition. Donc, après le 20 janvier. Là, l'opération a commencé. Et le potentiomètre est en train d'être tourné progressivement. Et on commence à voir de plus en plus de choses. Premièrement, quoi? Que Biden, il avait dit qu'il n'y a que les dictateurs qui peuvent présider un pays à travers des ordres exécutifs. Parce que Trump en avait fait quelques-uns vers la fin de son mandat. Biden, il va au pouvoir, il commence la première semaine 40 ordres exécutifs. C'est beaucoup. C'est 6 fois, je crois, plus que le deuxième, qui est Obama. 6 fois plus qu'Obama. Qu'Obama, déjà, il avait, lui, le record. Dans la première semaine, il en avait fait 7. Donc, Biden, il dit Trump, c'est un dictateur s'il préside avec des ordres exécutifs. Lui-même, il arrive, hop, 40 d'un coup. Il avait dit aux gens, je vais vous envoyer le chèque de $2000 dès que je serai au pouvoir. Les gens, pas seulement, ils n'ont pas reçu le chèque de $2000, ils ont reçu que dalle. Pas de nouvelles, on n'en parle plus. Donc, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont en train de se réveiller. Donc, le potentiomètre du réveil est en train de se faire petit à petit. D'accord? C'est un potentiomètre. Actuellement, nous sommes sur un. Alors, bien sûr, il y aura un moment où les militaires vont prendre le pouvoir aux États-Unis. Et là, le monde sera choqué. Donc, il y aura un petit moment, genre, tchoup, un petit sursaut. Mais d'ici là, regardez où nous sommes. Nous sommes dans une situation où on voit des choses comme ce qui se passe en Birmanie en ce moment. Et on s'en fout complètement, en fait. On est tellement devenu anesthésié par les nouvelles qu'il n'y a plus grand-chose qui va nous choquer aujourd'hui, en fait. Ça va être compliqué de nous choquer dans le monde où on vit aujourd'hui. Et ça, pourquoi? Parce que les choses sont venues progressivement. D'abord, un petit confinement. Ensuite, les 15 jours pour sortir du virus. Ensuite, ci, ensuite, ça. Et maintenant, on finit avec des tests PCR qu'ils nous mettent dans le... Voilà. On en est là et ça choque personne. Les médias, on ne parle pas. C'est pas bizarre pour eux. Donc, de la même manière que l'État profond utilise cette idée de pousser les choses petit à petit pour éviter de trop frustrer la population, histoire que ça ne leur pète pas dans la gueule, c'est exactement ce qu'ils font les patriotes. Pour éviter que, parce qu'il faut savoir qu'ils ont tout fait pour les colorer de noms d'antisémites, de suprémacistes blancs, de ci, de ça, de machin, plein de choses. Pas cool. Et donc, ils doivent y aller mollo pour éviter de rendre les gens fous et de générer un chaos, parce que les pilules bleues, on va leur retirer l'herbe sous le pied, ils vont s'écraser, ça va leur faire drôle. Ça va leur faire drôle. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent ça progressivement.
petit à petit. Mais en tout cas, ça a déjà commencé. Il y a plus de retour en arrière. Le plan a commencé. C'est juste, au lieu que ça soit on-off, c'est de 0 à 10 et ils sont en train de commencer à le tourner. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme la grenouille et l'eau chaude, en fait, en gros, voilà. C'est l'État profond utilisait ça contre nous, les patriotes l'utilisent pour nous. Et aussi, pourquoi ils font ça? C'est parce que pour que les gens se réveillent, ils doivent s'éduquer. Ils doivent s'éduquer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de s'éduquer. Et on ne peut pas apprendre tous les sujets qu'on doit apprendre en 2 semaines ou en un jour. Donc, on est en train de s'éduquer. Là, actuellement, certains parmi vous, alors qu'ils n'avaient jamais entendu du trading, ils savent ce qu'est un shorting dans les marchés et plus ou moins, ils ont compris ce qui s'est passé, alors qu'avant, ils ne comprendraient jamais. Nous, décodeurs, on n'arrête pas de lire des ordres exécutifs, des lois, des choses qu'on n'aurait pas forcément fait avant. Pourquoi? Parce que c'est ce que la situation nous demande. Et donc, on est en train de nous éduquer. Et ça, tu ne peux pas te réveiller sans l'éducation, sans la compréhension. Tu ne peux pas. Donc, c'est exactement ce à quoi nous assistons. Donc, pas seulement, on n'a pas de doute. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je ne veux parler que de moi maintenant. En ce qui me concerne, pas seulement je n'ai pas de doute, mais je vous réaffirme, le monde va changer. Le rendez-vous, c'est pas pour rien que je l'ai mis le 22 février 2022 et pas 2021. C'est parce que des sources. Hein? T'as des sources sur cette date? Non, mais par contre, je me suis dit 1 année et quelques, ça sera une période suffisante pour avoir tourné le potentiomètre de là où nous sommes aujourd'hui à beaucoup plus avancé, tu vois? Et donc, le live de ce soir, je vais le mettre dans les lives qu'on montrera ce jour-là pour dire, voilà, on a un rendez-vous pour vérifier. Là, actuellement, on est au stade où il y a beaucoup de gens qui sont en train de quitter le navire. Et malheureusement, c'est triste, je le constate, même des gens qu'on a soutenus, ils sont en train de nous tirer dessus carrément maintenant. Et où il y en a d'autres que discrètement, ils ont levé le pied. Ou il y en a d'autres qu'ils ont été intimidés par toute la pression médiatique, mais aussi légale. Ils sont en train de parler carrément de ficher les QAnon. Et du coup, ils ont été intimidés. Ils sont petit à petit en train de descendre. Nous, moi, je ne descends pas. Je ne peux pas parler à votre nom, pas au nom de Rudy. Moi, je ne descends pas. Et je vous dis, j'ai une foi dans le plan, non pas parce que Q me le dit, non pas parce que j'aime bien la coupe de cheveux de Trump, mais parce que je comprends ce qui se passe, parce que j'ai passé beaucoup de temps depuis 10 ans à observer et à apprendre. Les médias disent j'ai débarqué de nulle part en avril. Les gars, non. Bah non. Non. Avec Pépito, on se connaît, ça fait 10 ans. On fait ça depuis 10 ans tous les deux. Avant, ça s'appelait J'ai un doute. Pépito, c'était l'OSAI France. Moi, j'ai fait Thinkerview un peu après J'ai un doute avec quelqu'un d'autre et avec l'équipe de J'ai un doute. Et après, au bout de 3 ans, j'ai lâché J'ai un doute. Et puis, la situation était désespérante. On a levé le pied au niveau de l'activité parce que ça commençait à poser des problèmes dans la vie personnelle. Il n'y avait aucun espoir. Mais là, grâce à Q, on a récupéré l'espoir parce qu'on a compris, on a fait les liens qu'on n'arrivait pas à faire à l'époque et surtout on a pris conscience qu'on a l'appui des militaires américains. Parce qu'encore une fois, Q, c'est une opération militaire. Ce n'est pas un geek derrière un bureau en train de manger des pizzas qui écrit ces posts-là. Donc voilà, pour le live de 2022, je vais garder cette partie-là et ce qu'il y avait avant pour vous dire, on n'a pas quitté le navire. Beaucoup l'ont fait, malheureusement. Beaucoup ont commencé à avoir des doutes, ce qui est compréhensible. On vous a dit, notre foi sera testée. Il y a aussi le fait que depuis le début, les décodeurs vous disent, tournez-vous vers la prière, tournez-vous vers papa. Que vous y croyez ou pas, commencez à y accorder de l'importance parce qu'au bout d'un moment, ça sera nécessaire. Ce moment, c'est maintenant. Parce qu'il faut savoir que ce qui nous arrive dans le futur proche, ce n'est pas forcément gai. Parce que c'est la claque. Et la claque, il n'y a personne qui veut la recevoir. Donc, si on a la foi
si on n'a papa, si on a la prière, on traverse tout ça comme dans du beurre. Aucun souci. Tout va bien. Par contre, si on n'a pas ces éléments-là, franchement, on a l'impression de nager en contre-courant d'une rivière qui avance à toute allure, quoi. On se fait emporter. Non, c'est vrai que moi, il y a justement, c'est un point que tu as soulevé là que j'oublie trop souvent. C'est que, ouais, tout le monde n'a pas forcément l'expérience, si je peux m'exprimer ainsi, que nous, tu vois. Et c'est normal qu'aussi, il y ait des gens qui se sentent un peu perdus ou qui perdent rapidement la foi en ce moment. Mais moi, par exemple, ça fait plus de 10 ans que je constate toutes ces choses-là. Il y a 10 ans, quand je prononçais le mot Bilderberg, on se foutait de ma gueule. Quand je parlais du siècle, on me disait que j'étais un dingue, que ça n'existait pas. Enfin, quand je parlais de plein de théories de la conspiration, entre guillemets, voilà, tout le monde ricanait, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, c'est des attaques médiatiques à longueur de semaine dans des médias nationaux, voire QAnon, ça en parle dans des médias internationaux. Enfin, pourquoi un tel acharnement si c'était une théorie qui était aussi farfelue, si le Deep State n'existait pas, si tout ça c'était de la connerie? Pourquoi un tel acharnement pour essayer de casser et maintenant de ficher, de censurer les gens? Là, on a vu avec l'opération Honfleur là, qui a été lancée, c'est trouver quels seraient les meilleurs partenaires privés pour contrer la désinformation. Qu'est-ce qui permet de contrer la désinformation? C'est balancer encore plus de désinformation pour faire encore plus de bruit? Ou c'est carrément censurer à la source? Ça, on verra. Pepito, ouais, évidemment. J'ai un commentaire ici. Il faut qu'on appelle notre ami en commun. À chaque live, je dois passer à Twitch, puis à l'autre, puis des lives. Le live s'arrête, impossible de le relancer. Il faudrait trouver une autre plateforme. J'ai eu beaucoup de remarques, de plaintes, en fait. Et c'est complètement possible. Tu sais, il n'y a rien de pire pour quitter une émission que si chaque émission, elle bug. Tu vois? Donc, nous, on a une solution qui coûte une fortune, mais si cette chose-là, actuellement, on a les moyens, donc tout va bien, on ne vous demande rien. Vraiment, vous êtes déjà très généreux, vous nous le permettez. On va lever le pied sur d'autres dépenses qu'on a actuellement. Par exemple, bon, on verra ça entre nous, on va s'organiser pour vous proposer une autre solution. Malheureusement, celle-là, elle n'a pas une application que vous pouvez regarder à la télé, comme c'est le cas de Twitch. Par contre, ça fonctionnera beaucoup mieux que des lives et beaucoup mieux que Twitch. Donc, on va essayer de checker de ce côté-là. Alors, je ne peux pas prononcer ton prénom parce que je ne sais pas lire. Ça, voilà. Alors, Twitch, on a souvent le retour, ça coupe, ça saccade. En fait, il y a une petite icône en forme d'engrenage sur le lecteur. C'est que par défaut, il vous met à la vitesse optimale selon lui pour que vous ayez la meilleure qualité vidéo possible. Mais souvent, la qualité est trop élevée par rapport à ce que permet votre connexion. Il suffit simplement de cliquer sur la petite roue crantée, aller dans les options vidéo et baisser déjà la qualité. Mais après, voilà, pour le reste, ouais, on sait, on réfléchit là, à toutes ces alternatives. Mais voilà, ça, autant louer des serveurs pour monter le site, tout ça, ça va. Là, faire du streaming, c'est très, très, très coûteux, ouais, c'est clair. Donc, on va faire au mieux. Encore une fois, on va faire en sorte, quand on vous dit que rien ne peut nous arrêter, comment ça se passe pour nous quand on est face à ce genre de situation? Prière. On ouvre ensuite les oreilles, les yeux, on regarde où on en est, s'il y a des petits signes, des choses, et on fait avec ce que papa nous envoie. Jusqu'à présent, 100%, voire même 200% du temps, papa nous a aidés. Parfois, il nous a envoyé l'aide avant le problème. Donc, il n'y a aucun souci, on va y arriver. On va voir, on va essayer de trouver des solutions qui feront que vous pourrez. Mais j'ai comme l'impression que dans pas très très longtemps, ça peut être un mois ou deux. Je pense peut-être je m'avance un peu, mais dans un mois ou deux, peut-être qu'on pourra rouvrir YouTube. Je ne sais pas. J'ai un pressentiment.
Donc, j'ai ici une question. Léo Pépito, comment faire pour télécharger le live du 29 D'habitude, je le télécharge d'Odyssée. Ensuite, je mets sur ma chaîne YouTube. Yes, le live du 29. Alors déjà, je vais regarder lequel c'est. Ah, le live c'est GameStop. Bah, GameStop, en fait, nous, on ne l'a pas mis. Par contre, on a mis tous complotistes. On a, contrairement aux autres lives, ici, on a ajouté une petite section. OK, on va vous le lire parce qu'on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Aidez-nous. Mais aidez-nous pour faire en sorte à ce que nous, on vous aide aussi, parce que là, on est en train de s'entraider. Aidez-nous à partager ce live. C'est notre réponse aux médias. Si vous voulez nous aider en repostant ce live sur votre chaîne, nous vous avons mis à disposition le fichier vidéo sur un drive. Donc, si vous cliquez ici, ça vous emmène sur un Google Drive. Bah, vous cliquez dessus, clic droit, télécharger. Ici, voilà, vous téléchargez la vidéo, compressez, découpez, tout est nickel. Et la vignette ci-dessous. Donc, ça, c'est la vignette. Vous faites un clic droit, enregistrez l'image sous, ça enregistre l'image et vous avez aussi la vignette. Et ensuite, n'oubliez pas d'ajouter cette partie dans la section description. Donc, dans la description, on vous a mis la description à mettre, quoi. Donc, après, si vous ne voulez pas mettre cette partie avec les liens, ok, ne le faites pas, mais au moins, cette description-là, ça va aider. Donc, on vous donne la vidéo, la vignette, la description. Ça ne vous laisse pas beaucoup de travail. Si vous avez une chaîne YouTube, alors faites en sorte à ce qu'elle ne soit pas importante. Si vous en avez une importante que vous y tenez, ne le mettez pas dessus parce qu'il y a moyen qu'elle saute. Faites une chaîne YouTube, prenez ça, pouf, balancez-le dedans. Nous, on n'est pas question de droit d'auteur, on n'a rien à foutre de tout ça. La vérité, elle appartient à personne. Donc, voilà. Et aidez-nous à faire en sorte à ce que ça se propage parce qu'on a fait le nécessaire pour répondre aux attaques et aux accusations. Donc, voilà. Sur ce, je pense que là, on va pouvoir clôturer le live. En ce qui me concerne, j'avais aucune force. Genre, avant de commencer le live, j'étais comme ça. Et là, on a fait le live. Et là, je sens que c'est en train de revenir. Donc, si vous ne voulez pas me voir la tête dans le micro, je pense que ce serait une bonne idée que moi, je m'arrête là pour ce soir. Et du coup, Pépito et Raphaël, je vous laisse le dernier mot. Encore un grand merci à Pangolin d'avoir été là et un grand merci pour infovf.com. C'est une perle ce qu'il nous a fait. Merci encore, Pangolin. Et ciao de ma part, à vendredi, 21h. Ouais, moi le mot de la fin, écoutez, toujours, voilà, gardez la foi, suivez votre cœur et ce que vous ressentez. Vous laissez pas, miner le moral ou casser votre motivation parce qu'il y a une vidéo là qui vient de sortir et que le mec dit un truc. Voilà, après si vous décidez de croire David Icke ou peu importe, c'est votre choix, mais voilà, si vous avez foi en quelque chose, ne vous laissez pas dévier de votre foi, parce que là, en ce moment, justement, tout est fait pour sortir les gens de leur chemin, que ce soit des annonces du gouvernement, des menaces d'amende à gogo, des vidéos de Pierre, Paul ou Jacques qui viennent taper maintenant sur QAnon ou sur d'autres sujets. Gardez aussi à l'esprit, moi, ce que je disais par rapport, toujours la vidéo de David Icke, là, c'est question de timing, quoi. Pourquoi elle sort que maintenant et pourquoi est-ce qu'elle n'était pas sortie avant si c'est une telle réflexion mûrie et tout. Voilà, moi c'est ça qui m'a interpellé, c'est pour ça que je tiens pas compte. Et Trust the Plan, ouais, effectivement. Et sinon, Rudy, si tu nous écoutes, j'espère que tu te remettras rapidement et puis que là t'en chies pas trop, si je peux m'exprimer ainsi. Pardon, fallait que je la fasse. Et puis à très très vite. Là, tu nous as bien manqué ce soir. Et puis pareil pour Simon. Hein, Simon est en vacances là en ce moment. Notre régisseur, le double régisseur. Quand Rudy, le régisseur juif, est pas aux manettes, on a Simon qui est là. Donc pareil, il sera très vite de retour parmi nous. Et puis Simon, on te fait des gros bisous et profite bien de tes vacances là. Voilà, et vous prenez soin de vous, et puis moi, me concernant, je vous dis à vendredi, je vous embrasse.
Eh bien, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est n'oubliez pas qu'on est en pleine course et ce serait trop dommage de s'écrouler au dernier virage. Donc, c'est maintenant qu'il faut avoir le plus de courage. Tenez bon, ne paniquez pas, gardez votre sang-froid, regardez en l'air si vous y croyez. Et de toute façon, on est à 5 minutes du générique, donc pas la peine de trop paniquer. On va bien voir tous ensemble ce qui va se passer. Et encore merci pour ceux qui étaient là dimanche. Je vous exprimerai pleinement ce que j'ai vécu, mais c'est, je crois, une des expériences les plus puissantes de ma vie, d'être en contact avec vous, d'avoir pu discuter, les milliers de mails que je reçois, enfin centaines déjà, c'est déjà très bien. Et voilà, vous êtes ma famille et je sais pourquoi je suis là depuis dimanche. Je sais encore plus pourquoi je suis là pour de vrai, quoi. Donc, merci à vous tous pour votre générosité, votre présence. Et n'oubliez pas de rester dans l'amour, de rester connecté, d'aller vous ressourcer partout là où vous pouvez vous ressourcer. Si c'est Dieu, c'est Dieu. Si c'est à la mer, si c'est dans le sable, si c'est marcher dans la nature, si c'est vous connecter avec vos enfants, vos amis, votre famille, faites-le. Gorgez-vous plus que de raison. Et restez fort pour vous et restez fort pour nous. Merci encore et magnifique soirée à vous. Merci Raphaël, mais avant de quitter, moi je vais quand même parler de l'idée qui est sortie dimanche, tu te rappelles? Donc il y a une petite idée qui est sortie, on avait dit qu'on va essayer de le faire, donc on va vous en parler ce soir dès que le site décide. Donc sur le site de Décodeur, si vous allez dans Art, vous avez les dessins de Raphaël qui apparaissent. Et donc après chaque live, on ajoute tous les dessins qui ont été faits pendant le live. Là, vous pouvez voir ceux de ce soir, ils y sont déjà. Et il y a quelqu'un qui a proposé l'idée, mettez-les à un bouquin ou de trouver une manière de les imprimer, de faire un bouquin, quelque chose, et de le mettre en vente pour une somme symbolique sur le site des décodeurs ou sur le site de Raphaël ou sur quelque part, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ça. Ce sont des dessins qui ont été faits majoritairement en 2020 et on peut dire que c'est une sorte de comeback en 2020 à travers des dessins engagés ou artistiques aussi. Il y a beaucoup d'art dedans, enfin de spirituel dedans. Et on étudie sérieusement cette possibilité. Quelqu'un a balancé l'idée. On s'est dit, ouais, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, faites-nous signe. Comme ça, on a une idée à peu près de combien de gens on veut pour qu'on sache si on doit imprimer, qu'est-ce qu'on doit imprimer, comment, combien et tout ça. N'hésitez pas, écrivez à Raphaël. Tiens. Comme ça, voilà. Et c'est celle qui, pendant le chat, je redirai son nom la prochaine fois, mais nous a donné cette idée. Évidemment, elle aura son exemplaire gratuit que j'enverrai moi-même. Ouais. Je me rappelle, Fifi quelque chose, c'était le nom. On la retrouvera. De toute façon, elle est dans la vidéo. Voilà, excellente idée. Donc voilà, on va faire ça. Mais les amis, encore une fois, n'oublions pas, nous sommes en train de vivre des moments historiques. Même ces dessins, peut-être qu'ils ont l'air de rien comme ça aujourd'hui. Même nous, ce qu'on fait, même vous, votre participation aujourd'hui, ça a l'air de rien. Mais rappelez-vous de quelque chose, nous sommes attaqués le plus violemment de tous les autres. Et rappelez-vous qui était attaqué à l'époque de l'occupation nazie? Les résistants. Il y avait plein de gens qui avaient plein de théories à l'époque, c'est les résistants, les véritables résistants qui avaient les gros problèmes. Donc, juste gardons ça en tête et toutes ces choses-là, aujourd'hui, on est complotiste, demain, on sera rappelé différemment dans l'histoire et demain, ces dessins, ils auront un sens tout autre, beaucoup, beaucoup plus important. Que ce soit ces dessins ou que ce soit ce qu'on fait nous, mais pas nous, genre nous quatre, mais nous avec vous, en fait. Ce qu'on fait, on est en train de vivre des moments historiques et on est en train d'avoir cette magnifique famille. Et cette famille va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, je vous le promets. C'est impossible qu'on n'y arrive pas. Je sais pas comment j'aimerais vous transmettre ma foi parce que ce n'est que quand on a la foi que tous les filtres de perception de la réalité et les peurs, ils sautent et on peut commencer à voir clairement.
Et en voyant clairement, là, on peut voir que l'État profond a perdu et on est en train de regarder un film qui sert à réveiller tout le monde. Sur ce, bonne nuit tout le monde et merci. Bonne nuit, les amis. Bye. Ciao. Tchuss. Ciao. À vendredi, 21h.